Chapitre 1. La mort au manoir d'Ashcombe. La brume d'automne enveloppait d'un épais brouillard les pelouses de manoir d'Ashcombe, les haies, et les statues de marbre étaient enveloppées d'une pâleur fantomatique. Quelque part dans la grande demeure, une horloge sonna 11 heures, un carillon grave et résonnant qui semblait s'attarder comme une question sans réponse. Puis, comme pour répondre, un cri retentit. C'était une lueur perçante, féminine, qui fendait la nuit brumeuse avec une clarté terrifiante. En quelques instants, des lumières s'allumèrent aux étages supérieurs du manoir. Des portes s'ouvrirent, des pas se précipitèrent, des voix s'élevèrent, la panique se propageant comme le froid lui-même. Au moment où le majordome, M. Grant, parvenu à la source, la galerie la maison commençait déjà à s'éveiller à la tragédie. Là, sur le tapis près du grand escalier, gisait Dame Evelyn Hargrove, épouse de Sir Henry Hargrove, la tête penchée à un angle anormal, une seule gant, blanche tombée, à côté de sa main. Au matin, le brouillard s'était dissipé, mais le sentiment d'angoisse persistait. Les policiers de Dorchester, ville voisine, étaient devenus et repartis, laissant leurs marques habituelles de patrouille, traits de craie, notes griffonnées de mains fatiguées et une atmosphère de spéculation précipitée. Sir Henry était assis dans le salon, raide et le visage blême, un homme de 50 ans dont le sang-froid avait été forgé par des décennies de travail dans les affaires et les salles de réunion, mais dont les yeux trahissaient désormais une profonde perplexité. Le gendarme en charge, un certain inspecteur Reeves, il s'éclaircit la gorge. Alors, Sir Henry, vous êtes bien sûr que Lady Evelyn a pris sa retraite prématurément. Oui, répondit-elle d'une voix lasse. Elle se plaignait de maux de tête depuis le dîner. Je l'ai vue pour la dernière fois vers 10 heures. Je suis allé dans mon bureau ensuite. Je pensais qu'elle était allée se coucher. Reeves hocha la tête en se grattant le menton. Et vous l'avez trouvée là-bas vous-même ? Non, c'est Monsieur Grant. La voix de Sir Henry trembla. Les domestiques l'ont entendu crier. Le regard de l'inspecteur se porta sur le gant, désormais scellé dans une enveloppe plastique posée sur la table. Nous l'avons trouvé à côté d'elle, curieusement, un seul des deux, l'autre est introuvable dans la maison. Sir Henry fronça les sourcils. Evelyn était très attachée à ses affaires. Il a dû être égaré. Peut-être, dit lentement Reeves, d'un ton qui laissait entendre le contraire. Il y a aussi ceci. Il brandit un petit papier plié, légèrement froissé, portant une légère empreinte de parfum. Sir Henry le fixa du regard. Qu'est-ce que c'est ? C'était à l'intérieur du gant. Reeves le déplia. L'écriture était petite et élégante, indéniablement féminine. Le message disait « Retrouvez-moi à 11 heures, près de la galerie Est. Venez seul. Il y a quelque chose que vous devez savoir à propos d'Henry. » 2 jours plus tard, l'atmosphère était de nouveau tendue dans le salon des Ashcombe, non pas par le chagrin, mais par la curiosité. En face de Sir Henry et de l'inspecteur Reeves se trouvait un homme dont la présence imprégnait la pièce d'une manière tout à fait singulière. Petit, impeccablement vêtu, ses chaussures vernies luisaient d'un éclat particulier. Sa moustache était si parfaitement cirée qu'on aurait dit qu'elle avait été dessinée au compas. Il se tenait avec la symétrie parfaite d'un homme en harmonie avec la géométrie. Son accent, français ou presque, imprégnait doucement sa voix. « Je suis Hercule Poirot, » dit-il en inclinant modestement la tête. « Mes condoléances, Sir Henry. Je crois comprendre que les autorités locales pensent qu'il s'agit, d'un malheureux accident. » L'inspecteur Reeves se raidit. « Oui, monsieur, il y a des preuves qu'elle est tombée en descendant les escaliers à toute vitesse. Un coin de la moquette était décollé. Le médecin légiste est du même avis. »« Ah, mais non !» Les sourcils de Poirot se levèrent. « C'est possible ? Oui, mais probable. Nous verrons bien. » Sir Henry cligna des yeux. « Vous ne pensez pas que c'était un accident ?» Poirot esquissa un sourire. « Mon ami, il ne faut jamais penser, il faut seulement observer. Et qu'observai-je ? Une dame, bien élevée, prudente, peu encline au drame. Et pourtant, elle tombe dans un escalier après avoir reçu un message secret. C'est, trop parfait. » Il se pencha en avant, les doigts joints. « Dites-moi ce mot. Vous l'avez toujours, n'est-ce pas ?» L'inspecteur Reeves le lui présenta à contre-cœur. Poirot l'examina, son regard parcourant les mots avec la précision d'un horloger examinant un rouage défectueux. « Voilà quelque chose que vous devez savoir à propos d'Henry, » murmura Poirot. « Intéressant, cela sous-entend une trahison, n'est-ce pas ?
et remarquez son écriture, élégante mais avec une pression marquée sur les traits descendants. Ce n'est pas une main timide, elle appartient à quelqu'un qui agit avec intention. Il leva les yeux. Et Lady Evelyn était-elle connue pour recevoir des lettres de ce genre? Sir Henry hésita. Non, jamais. Ma femme était discrète, mais elle était aimée de tous. Nous recevions souvent des amis du monde, des voisins, même mon cousin Arthur lorsqu'il venait de Londres. Les yeux de Poirot ont brièvement vacillé. Ah oui, cousin Arthur. Et il est là maintenant? Oui, il est resté dans l'aile ouest. Il a insisté pour rester après la tragédie. Poirot hocha la tête une fois. C'est touchant. Quand on est en deuil, on souhaite être utile. Ou peut-être invisible. Rives fronça les sourcils. Invisible? Oui, mon ami. Il y a des gens qui s'attardent près de la tragédie, non par affection, mais par culpabilité. Le soir venu, la maison semblait encore plus vaste dans son silence. Poirot arpentait seul les couloirs, ses chaussures en vernis claquant doucement sur le sol de marbre. Il s'arrêta près de l'escalier où Lady Evelyn avait chuté. Son regard parcourut le bord décollé du tapis, la légère trace de parfum sur la rampe et l'angle de la chute. Il murmura doucement « Une dame reçoit un billet. Elle vient seule, elle tombe. Le gant reste. Mais l'autre le gant, et peut-être l'auteur de ce message, ils ont disparu. Mon Dieu! Quelles petites histoires ces objets racontent. » À ce moment-là, des pas se rapprochèrent. C'était mademoiselle Clara Hargrove, la belle-fille de feu Lady Evelyn, une jeune femme remarquable aux cheveux auburn et aux yeux trop perçants pour son âge. « Monsieur Poirot, dit-elle, d'une voix froide mais légèrement tremblante. Vous perdez votre temps. La mort de ma belle-mère était accidentelle. » Poirot inclina poliment la tête. « Et pourtant, mademoiselle, vous êtes pâle, vous craignez quelque chose. »« Je crains les ragots, lança-t-elle sèchement. Et les scandales. La réputation de mon père en a déjà assez souffert. Evelyne n'était pas une sainte. »« Ah ?» Poirot haussa les sourcils. « Vous étiez donc au courant de certaines indiscrétions ?» Ses yeux brillaient. Tout le monde le faisait. Elle avait un don pour attirer les hommes à elle. Les domestiques, les invités, même le cousin de mon père. Mais personne n'osait le dire à voix haute. Poirot esquissa un sourire. « Mademoiselle, je crois que vous l'avez déjà dit à voix haute, et peut-être même à quelqu'un d'autre avant moi. » L'expression de Clara changea. Une lueur de peur, rapidement dissimulée. « Vous n'avez pas le droit de... » Il leva doucement la main. « Je n'ai que le droit d'observer, mademoiselle, rien de plus. » Alors qu'elle tournait brusquement vers la gauche, Poirot se pencha pour examiner une dernière fois le pied de l'escalier. Là, à demi dissimulé sous le bord du tapis, il remarqua un petit bouton de manchette en or, marqué de l'initiale UN. Il se redressa lentement, les yeux brillants. « Ah, mon cher Arthur !» Il murmura. « Je crois que nous commençons à nous comprendre. » Chapitre 2. Le rassemblement des suspects. Le matin revint à Ashcombe Manor avec une sérénité trompeuse. Le brouillard s'était dissipé, laissant le parc scintiller sous un soleil pâle, mais à l'intérieur de la maison, un malaise persistait, tel un parfum de lys déposé pour les défunts. Les domestiques se déplaçaient à voix basse, leurs pas feutrés dans les longs couloirs. Chaque son semblait amplifié. Le tintement d'une cuillère à café, le grincement d'une chaise, le claquement lointain d'une porte qui se referme. Dans le salon, Hercule Poirot se tenait près de la cheminée, sa silhouette menue parfaitement droite, les doigts d'un épais brouillard, les pelouses de manoir, d'Ashcombe, les haies et les statues de marbre étaient enveloppées d'une pâleur fantomatique. Quelque part dans la grande demeure, une horloge sonna 11 heures, un carillon grave et résonnant qui semblait s'attarder comme une question sans réponse. Puis, comme pour répondre, un cri retentit. C'était une lueur perçante, féminine, qui fendait la nuit brumeuse avec une clarté terrifiante. En quelques instants, des lumières s'allumèrent aux étages supérieurs du manoir. Des portes s'ouvrirent, des pas se précipitèrent, des voix s'élevèrent, la panique se propageant comme le froid lui-même. Au moment où le majordome, M. Grant, parvenu à la source, la galerie la maison commençait déjà à s'éveiller à la tragédie. Là, sur le tapis près du grand escalier, gisait Dame Evelyn Hargrove, épouse de Sir Henry Hargrove, la tête penchée à un angle anormal, une seule gant blanche tombée à côté de sa main. Au matin, le brouillard s'était dissipé, mais le sentiment d'angoisse persistait. Les policiers de Dorchester, ville voisine, étaient devenus et repartis, laissant leurs marques habituelles de patrouille, traits de craie,
notes griffonnées de mains fatiguées et une atmosphère de spéculation précipitée. Sir Henry était assis dans le salon, raide et le visage blême, un homme de 50 ans dont le sang-froid avait été forgé par des décennies de travail dans les affaires et les salles de réunion, mais dont les yeux trahissaient désormais une profonde perplexité. Le gendarme en charge, un certain inspecteur Reeves. Il s'éclaircit la gorge. Alors, Sir Henry, vous êtes bien sûr que Lady Evelyn a pris sa retraite prématurément. Oui, répondit-elle d'une voix lasse. Elle se plaignait de maux de tête depuis le dîner. Je l'ai vue pour la dernière fois vers 10 heures. Je suis allé dans mon bureau ensuite. Je pensais qu'elle était allée se coucher. Reeves hocha la tête en se grattant le menton. Et vous l'avez trouvée là-bas vous-même ? Non, c'est Monsieur Grant. La voix de Sir Henry trembla. Les domestiques l'ont entendu crier. Le regard de l'inspecteur se porta sur le gant, désormais scellé dans une enveloppe plastique posée sur la table. Nous l'avons trouvé à côté d'elle, curieusement, un seul des deux, l'autre est introuvable dans la maison. Sir Henry fronça les sourcils. Evelyne était très attachée à ses affaires. Il a dû être égaré. Peut-être, dit lentement Reeves, d'un ton qui laissait entendre le contraire. Il y a aussi ceci. Il brandit un petit papier plié, légèrement froissé, portant une légère empreinte de parfum. Sir Henry le fixa du regard. Qu'est-ce que c'est ? C'était à l'intérieur du gant. Reeves le déplia. L'écriture était petite et élégante, indéniablement féminine. Le message disait « Retrouvez-moi à 11 heures, près de la galerie Est. Venez seul. Il y a quelque chose que vous devez savoir à propos d'Henry. » 2 jours plus tard, l'atmosphère était de nouveau tendue dans le salon des Ashcombe, non pas par le chagrin, mais par la curiosité. En face de Sir Henry et de l'inspecteur Reeves se trouvait un homme dont la présence imprégnait la pièce d'une manière tout à fait singulière. Petit, impeccablement vêtu, ses chaussures vernosinures vernies luisaient d'un éclat particulier. Sa moustache était si parfaitement cirée qu'on aurait dit qu'elle avait été dessinée au compas. Il se tenait avec la symétrie parfaite d'un homme en harmonie avec la géométrie. Son accent, français ou presque, imprégnait doucement sa voix. « Je suis Hercule Poirot, » dit-il en inclinant modestement la tête. « Mes condoléances, Sir Henry. Je crois comprendre que les autorités locales pensent qu'il s'agit, comment dire, d'un malheureux accident. » L'inspecteur Reeves se raidit. « Oui, monsieur, il y a des preuves qu'elle est tombée en descendant les escaliers à toute vitesse. Un coin de la moquette était décollé. Le médecin légiste est du même avis. »« Ah, mais non !» Les sourcils de Poirot se levèrent. « C'est possible ? Oui, mais probable. Nous verrons bien. » Sir Henry cligna des yeux. « Vous ne pensez pas que c'était un accident ?» Poirot esquissa un sourire. « Mon ami, il ne faut jamais penser, il faut seulement observer. Et qu'observai-je ? Une dame, bien élevée, prudente, peu encline au drame. Et pourtant, elle tombe dans un escalier après avoir reçu un message secret. C'est, comment dire, trop parfait. » Il se pencha en avant, les doigts joints. « Dites-moi ce mot. Vous l'avez toujours, n'est-ce pas ?» L'inspecteur Reeves le lui présenta à contre-cœur. Poirot l'examina, son regard parcourant les mots avec la précision d'un horloger examinant un rouage défectueux. « Voilà quelque chose que vous devez savoir à propos d'Henry, » murmura Poirot. « Intéressant, cela sous-entend une trahison, n'est-ce pas ? Et remarquez son écriture, élégante mais avec une pression marquée sur les traits descendants. Ce n'est pas une main timide, elle appartient à quelqu'un qui agit avec intention. » Il leva les yeux. « Et Lady Evelyn était-elle connue pour recevoir des lettres de ce genre ?» Sir Henry hésita. « Non, jamais. Ma femme était discrète, mais elle était aimée de tous. Nous recevions souvent des amis du monde, des voisins, même mon cousin Arthur lorsqu'il venait de Londres. » Les yeux de Poirot ont brièvement vacillé. « Ah, oui, cousin Arthur. Et il est là maintenant ?»« Oui, il est resté dans l'aile ouest. Il a insisté pour rester après la tragédie. » Poirot hocha la tête une fois. « C'est touchant. Quand on est en deuil, on souhaite être utile. Ou peut-être invisible. » Reeves fronça les sourcils. « Invisible ? Oui, mon ami. Il y a des gens qui s'attardent près de la tragédie, non par affection, mais par culpabilité. » Le soir venu, la maison semblait encore plus vaste dans son silence. Poirot arpentait seul les couloirs, ses chaussures en vernis claquant doucement sur le sol de marbre. Il s'arrêta près de l'escalier où Lady Evelyn avait chuté. Son regard parcourut le bord décollé du tapis, la légère trace de parfum sur la rampe et l'angle de la chute. Il murmura doucement « Une dame reçoit un billet. Elle vient seule, elle tombe. Le gant reste. Mais l'autre le gant, et peut-être l'auteur de ce message,
Ils ont disparu. Mon Dieu, quelles petites histoires ces objets racontent. À ce moment-là, des pas se rapprochèrent. C'était mademoiselle Clara Hargrove, la belle-fille de feu Lady Evelyn, une jeune femme remarquable aux cheveux auburn et aux yeux trop perçants pour son âge. « Monsieur Poirot, dit-elle, d'une voix froide mais légèrement tremblante. Vous perdez votre temps. La mort de ma belle-mère était accidentelle. » Poirot inclina poliment la tête. « Et pourtant, mademoiselle, vous êtes pâle, vous craignez quelque chose. »« Je crains les ragots, lança-t-elle sèchement. Et les scandales. La réputation de mon père en a déjà assez souffert. Evelyne n'était pas une sainte. »« Ah » Poirot haussa les sourcils. « Vous étiez donc au courant de certaines indiscrétions ?» Ses yeux brillaient. Tout le monde le faisait. Elle avait un don pour attirer les hommes à elle. Les domestiques, les invités, même le cousin de mon père. Mais personne n'osait le dire à voix haute. Poirot esquissa un sourire. « Mademoiselle, je crois que vous l'avez déjà dit à voix haute, et peut-être même à quelqu'un d'autre avant moi. » L'expression de Clara changea. Une lueur de peur, rapidement dissimulée. « Vous n'avez pas le droit de... » Il leva doucement la main. « Je n'ai que le droit d'observer, mademoiselle, rien de plus. » Alors qu'elle tournait brusquement vers la gauche, Poirot se pencha pour examiner une dernière fois le pied de l'escalier. Là, à demi dissimulé sous le bord du tapis, il remarqua un petit bouton de manchette en or, marqué de l'initiale UN. Il se redressa lentement, les yeux brillants. « Ah, mon cher Arthur !» Il murmura. « Je crois que nous commençons à nous comprendre. » Chapitre 2. Le rassemblement des suspects. Le matin revint à Ashcombe Manor avec une sérénité trompeuse. Le brouillard s'était dissipé, laissant le parc scintiller sous un soleil pâle, mais à l'intérieur de la maison, un malaise persistait, tel un parfum de lys déposé pour les défunts. Les domestiques se déplaçaient à voix basse, leurs pas feutrés dans les longs couloirs. Chaque son semblait amplifié. Le tintement d'une cuillère à café, le grincement d'une chaise, le claquement lointain d'une porte qui se referme. Dans le salon, Hercule Poirot se tenait près de la cheminée, sa silhouette menue parfaitement droite, les doigts joints comme en prière silencieuse. Toute la maisonnée s'était réunie à sa demande, tous ceux qui étaient en présent la nuit du décès de Lady Evelyn. Sir Henry était assis raide près du feu, les yeux cernés et les lèvres serrées, dans la ligne d'un homme qui s'efforçait de ne pas laisser transparaître sa faiblesse. À côté de lui se trouvait sa fille, mademoiselle Clara Hargrove. Ses cheveux auburn, épinglés avec une précision surnaturelle, le visage pâle mais défiant. En face d'eux se prélassait Arthur Hargrove. Le cousin, un homme au charme quelque peu terni par les événements des derniers jours, était vêtu de vêtements impeccables, mais ses doigts tapotaient nerveusement sur l'accoudoir, trahissant son impatience. Le samedi suivant, madame Lilian Grant. La gouvernante, une femme mince, aux pommettes saillantes et à la bouche muette, se tenait là. Derrière elle, le majordome, monsieur. Grant affichait un calme stoïque, bien que son regard se portât parfois vers l'escalier, comme attiré par un souvenir tenace. Enfin, il y avait Dr Lionel Beckett, le médecin de famille, qui avait soigné Lady Evelyn avant l'arrivée de la police. Un homme intelligent, mais au tempérament nerveux, qui polissait ses lunettes bien trop souvent à son goût. Poirot les observa un à un, le regard à la fois doux et pénétrant. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, vous avez eu l'immense bonté de m'accorder cette entrevue. Me pardonnerez-vous, n'est-ce pas, ma franchise ? La vérité, je le crains, se dissimule le mieux dans les conversations polies. » Sir Henry hocha la tête avec raideur. « Si vous le jugez nécessaire, monsieur Poirot. »« Toujours, mon ami, répondit Poirot. Or, la mort de Lady Evelyn a été qualifiée d'accident. Mais voyez-vous, les accidents sont des choses bien étranges. Ils arrivent, certes, mais rarement dans les maisons pleines de secrets. » À ces mots, l'atmosphère sembla se durcir. Poirot sourit aimablement, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. « Examinons donc la nuit telle qu'elle fut, peut-être, en marchant dans l'ombre, découvrirons-nous où une lumière a été dissimulée ?» Il se tourna vers Sir Henry. « Vous étiez dans votre bureau, n'est-ce pas, lorsque le cri a été entendu ?»« Oui, répondit Sir Henry, les poings serrés. J'étais en train de relire de la correspondance. Je n'ai rien entendu jusqu'à ce que les domestiques crient. À ce moment-là, il était trop tard. » Poirot inclina la tête. « Et cette correspondance, puis-je me permettre de demander, était-elle de nature professionnelle ou personnelle ? » ?»« Affaires. Je gère plusieurs sociétés à Londres. Ma secrétaire m'a envoyé des rapports que je devais examiner. »« Ah, très bien. Et pourtant, vous n'êtes pas allé voir votre femme lorsqu'elle a pris sa retraite ? »
Le regard de Sir Henry s'est voilé. Non, Evelyne et moi, nous n'avions souvent pas les mêmes horaires, elle préférait la solitude. Le regard de Poirot s'attarda sur lui un instant de trop, bien plus longtemps que de coutume. Puis il se tourna vers mademoiselle Clara. Mademoiselle, vous étiez vous aussi dans la maison ce soir-là ? Oui, répondit-elle d'un ton sec. J'étais dans ma chambre, en train d'écrire des lettres. Des lettres à qui puis-je me permettre ? Sa mâchoire se crispa. Des amis à Londres. Poirot esquissa un léger sourire. Mais naturellement. Et vous n'avez pas vu Lady Evelyne après le dîner ? Non. Je l'évitais autant que possible. Nous étions polis, mais pas proches. Ah ! Poirot hocha doucement la tête. Vous ne l'aimiez pas ? Les yeux de Clara s'illuminèrent. Elle n'était pas facile à apprécier. Mon père était sous son charme, mais pour les autres, elle était froide, calculatrice. Et pourtant si belle, murmura Poirot. Parfois, la beauté est l'arme la plus dangereuse, n'est-ce pas ? Clara serra les lèvres en silence. Poirot se tourna alors vers Arthur Hargrove. Monsieur, vous connaissez Lady Evelyne depuis son mariage avec votre cousin ? Arthur sourit, ou plutôt essaya. Oui, Evelyne et moi nous rencontrions souvent lors de réunions de famille. Elle était charmante. Poirot haussa les sourcils. Charmant, en effet. Et le charme était-il réciproque, peut-être ? Arthur laissa échapper un petit rire, mais il évita le regard de Sir Henry. Vous me comprenez mal, Poirot. Evelyne était une femme élégante, elle appréciait la compagnie, c'est tout. Bien sûr, demanda Poirot d'un ton neutre. Et où étiez-vous au moment de sa chute ? Dans la salle de billard, seul. J'y suis allé après le dîner pour fumer. Le regard de Poirot était calme, impénétrable. Vous n'avez pas entendu le cri ? Je croyais l'avoir fait, faiblement. Mais quand je suis sorti, les domestiques étaient déjà en train de courir. Poirot croisa les mains derrière son dos. Je vois. Et par hasard, monsieur, portez-vous des chemises avec des boutons de manchette monogrammés ? Arthur se figea imperceptiblement. Oui, pourquoi ? Les yeux de Poirot brillèrent faiblement. Parce qu'on en a trouvé un, mon ami, près de l'escalier, marqué d'un A. Vous l'avez peut-être laissé tomber ? Les lèvres d'Arthur s'entr'ouvrirent légèrement. Non, je ne crois pas. Je l'ai sans doute égaré un autre jour. Ah, dit Poirot d'une voix douce, un endroit curieux pour l'égarer. Il sourit avec bienveillance, comme si l'affaire était insignifiante. Le silence qui suivit fut pesant et gênant. Poirot le laissa s'installer avant de se tourner vers la gouvernante. Madame Grant, vous étiez parmi les premières à arriver auprès de Lady Evelyne, n'est-ce pas ? La femme hocha brièvement la tête. Oui, monsieur Poirot, j'ai entendu le cri. J'ai accouru aussitôt. Vous l'avez trouvée allongée là, déjà morte ? Je le crois. Il y avait du sang à sa tempe. Elle a dû se cogner contre le marbre. Avez-vous remarqué autre chose ? La femme hésita, ses doigts se crispant sur son tablier. Seulement, l'odeur, monsieur. Son parfum. Il était plus fort que d'habitude, comme si elle venait de s'en mettre. Le regard de Poirot s'aiguisa légèrement. Tiens, très curieux. Une dame qui se prépare avant un accident. Il laissa la remarque s'envoler. Puis, se tournant vers le majordome, il dit « Et vous, monsieur Grant, avez-vous vu quelqu'un près de la galerie et avant le cri ?» L'expression du majordome changea légèrement. « Non, monsieur. Simplement, l'une des portes latérales donnant sur la terrasse était entr'ouverte, bien qu'elle soit toujours verrouillée la nuit. J'ai pensé que Lady Evelyne l'avait peut-être ouverte pour prendre l'air, ou bien quelqu'un d'autre l'avait utilisée pour entrer, » murmura Poirot. Enfin, il s'adressa au médecin. « Docteur Beckett, vous avez examiné le corps, oui ?» Le médecin hocha nerveusement la tête. « Oui, je suis arrivé en quelques minutes. Elle avait la nuque brisée. La mort a été instantanée. » Son état présentait-il quelque chose d'inhabituel ? Ah, Beckett hésita. Seulement que ses pupilles étaient dilatées, signe de choc, ou de peur. L'expression de Poirot s'adoucit. La peur, oui. Elle nous en dit long. Une femme qui a peur tombe rarement par accident. C'est une peur délibérée, celle qui entrevoit quelque chose d'effroyable avant la fin. Le silence qui suivit fut absolu. Poirot resta immobile, les yeux mi-clos, comme s'il disposait des pièces invisibles sur un échiquier. Lorsqu'il reprit enfin la parole, sa voix était calme mais posée. « Mes amis, il y a encore une chose, dit-il. Le mot trouvé dans son gant. Quelqu'un dans cette pièce l'a écrit, j'en suis certain. Par amour, par jalousie ou par peur, je ne le sais pas encore. Mais sachez ceci, celui qui a envoyé ce mot a aussi envoyé Lady Evelyne à la mort.
Un léger bruissement parcourut la pièce, des mains qui se crispent, des pieds qui se déplacent. Poirot esquissa un sourire, bien que son regard fût glacial. « Réfléchissons donc tous très attentivement, dit-il doucement, à l'endroit où nous étions réellement ce soir-là, et à qui nous avons parlé avant que l'horloge ne sonne 11 heures. » Il se tourna vers sir Henry. « Si cela vous plaît, monsieur, je ferai un petit tour dans votre maison, et peut-être, si j'ai de la chance, découvrirai-je où la vérité a caché son visage. » Lorsque Poirot quitta le salon, les autres restèrent figés dans un silence pesant. Dehors, le vent d'automne sifflait à travers les haies, effleurant les murs de pierre du manoir comme un souffle accusateur. Et quelque part, derrière une porte close, quelqu'un expira, trop discrètement pour que quiconque, hormis Poirot, l'ait remarqué. Chapitre 3. Les petites cellules grises commencent leur travail. Les couloirs d'Ashcombe Manor étaient plus silencieux que jamais cet après-midi-là. Une pluie fine avait commencé à tomber, tambourinant doucement contre les hautes fenêtres et imprégnant la maison d'un rythme mélancolique. Hercule Poirot parcourait ces longs couloirs comme un homme cherchant non pas des empreintes, mais pensées. Ses pas étaient doux et délibérés, et son regard ne laissait rien passer, une éraflure sur le tapis, la position d'un chandelier, la légère odeur de parfum qui persistait encore sur la rampe d'escalier. Il s'arrêta une fois encore, au pied du grand escalier où Lady Evelyn avait trouvé la mort. Il examina l'angle de la rampe, la légère entaille où sa main avait pu s'y agripper. Il se pencha, les yeux plissés, et toucha le coin du tapis où, disait-on, elle avait glissé. « C'est curieux, murmura-t-il. Un si petit pli, et pourtant il tue. Non, non, les accidents sont rarement aussi propres. » La main de Poirot effleura le tapis, et ses doigts trouvèrent quelque chose de fin et délicat, un fil cassé, qui scintillait légèrement à la lumière. Il le tint entre son pouce et son index, l'examinant attentivement. De la soie pâle, presque translucide et parfumée. Il esquissa un sourire. Va peut-être du gant ou de ce qu'il dissimulait. Le bruit de pas résonna derrière lui. Il se retourna et vit l'inspecteur Reeves s'approcher, son expression mêlant irritation et curiosité. « Vous continuez vos recherches, hein, monsieur Poirot ?» dit Reeves. « J'imagine que vous n'avez rien trouvé qui aurait échappé à la police ?» Poirot sourit doucement. « Au contraire, mon ami, j'ai trouvé ce que vous n'avez pas pu voir. Car ce n'est pas une chose, mais une esprit. » Reeves fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire exactement ?» Poirot désigna l'escalier. « Voyez, mon cher inspecteur, si une femme tombe d'ici, ses blessures sont compatibles avec une chute de surprise. Mais Notre-Dame, elle est venue ici sur rendez-vous. Le mot n'est-ce pas? Il lui demandait de venir. Seule il était fort improbable qu'elle soit venue sans s'attendre à rencontrer quelqu'un en qui elle avait confiance. Reeves croisa les bras, et cela signifie, dit Poirot à voix basse, que la réunion ne s'est pas déroulée comme elle l'espérait. Peut-être a-t-elle vu quelque chose, ou quelqu'un, qui l'a effrayée. Reeves secoua la tête. Il n'y a aucune preuve de la présence d'une autre personne ici. Poirot sourit. Ah, mais il y a bien une chose, le gant disparu, inspecteur. Un objet anodin, peut-être, et pourtant il est au révélateur. Quelqu'un l'a pris, délibérément. Pourquoi? Parce qu'il contenait un mot, et ce mot aurait pu les trahir. C'était une tentative, mon cher, pour effacer toute trace du crime. L'inspecteur se frotta le menton. Vous pensez donc que quelqu'un a placé cette lettre là-dedans? Mais non, il était authentique, mais peut-être pas écrit par celui qu'il semblait. Faux, tromperie, voilà la signature de la culpabilité. Poirot s'approcha, les yeux sombres pétillants d'une excitation contenue. Dites-moi, avez-vous examiné l'autre gant? Reeves semblait incertain. Nous en avons la preuve. Du satin blanc ordinaire, rien d'inhabituel. Poirot haussa un sourcil. Rien du tout, nous verrons alors, car le gant peut être ordinaire, mais l'esprit qui le portait... Non, il sourit, et sa moustache frémit légèrement. Puis-je, avec votre permission, l'examiner plus tard? Reeves soupira, mais acquiesça. Si vous insistez, bien que je pense que vous ne trouverez rien... Peut-être, dit Poirot sereinement, mais le petite cellule grise, il faut les exercer, sinon ils deviennent paresseux. Quelle tragédie pour un homme d'ordre! Il se détourna, son regard errant une fois de plus dans le hall. Puis, sans prévenir, il dit « Dites-moi, inspecteur, où est le cousin, monsieur Arthur Hargrove, en ce moment ?»« À l'étage, je crois. Il est resté dans sa chambre presque toute la journée. Il ne se sent pas bien, d'après ce qu'il dit. » Les yeux de Poirot pétillèrent
Alors offrons-lui le remède de la conversation. Le bureau d'Arthur Hargrove était un modèle d'élégance masculine, boiserie sombre, reliures en cuir et une légère odeur de tabac. Il était assis à son bureau lorsque Poirot entra, le regard fixé sur un verre de whisky à moitié plein. Ah, monsieur Poirot, dit-il en forçant un sourire. Vous venez encore m'interroger ? Non pas une question, monsieur, mais une compréhension. Il y a une grande différence. N'est-ce pas ? Poirot prit place, son regard se portant un instant sur la fenêtre entr'ouverte malgré la pluie. C'est curieux, dit-il doucement, que vous préfériez l'air frais alors que tant d'autres privilégient le confort. Arthur laissa échapper un petit rire. L'habitude, je suppose. L'air londonien donne envie de quelque chose de plus pur. Poirot inclina la tête. Et pourtant, Londres laisse aussi d'autres habitudes. La table de jeu, peut-être. Les heures tardives, les petites dettes. Le sourire d'Arthur s'estompa. Je ne vois pas le rapport. Peut-être rien, dit Poirot d'une voix douce. Mais voyez-vous, feu Lady Evelyne ? Elle était généreuse, non ? Une femme aisée, mariée à un homme très riche. Je me demande si elle vous a déjà aidé, vous, le cousin de son mari, dans des affaires financières. Le visage d'Arthur se durcit. Certainement pas, mes affaires ne regardent que moi. Poirot hocha la tête, satisfait, comme s'il n'avait pas attendu d'autre réponse. Ah, je vois. Pardonnez-moi, monsieur. Je suis, comment dire, curieux. C'est mon défaut. Il se leva en ajustant ses manchettes. Je remarque que vous portez des boutons de manchette monogrammés. Ils sont très fins. Portez-vous toujours les mêmes ? Arthur jeta un coup d'œil instinctif à ses poignets. J'en ai plusieurs paires. Pourquoi ? Parce qu'une paire est incomplète, dit Poirot à voix basse. Et l'autre moitié a été trouvée près de l'escalier où Lady Evelyne est tombée. Arthur se figea. Un instant, seul le tic-tac de l'horloge se fit entendre. Puis il rit, trop vite. Une coïncidence, sans doute, je les ai déjà perdus. Les domestiques ont dû les retrouver il y a des jours. Le sourire de Poirot ne faiblit pas. Peut-être. Les coïncidences, monsieur, elles sont comme les pigeons, elles voyagent en volée et toujours au mauvais moment. Il fit une révérence polie et se tourna vers la porte. Vous me pardonnerez, n'est-ce pas ? Il y a encore une ou deux petites choses qui me laissent perplexe. Petites cellules grises. En partant, Arthur expira lentement en passant une main dans ses cheveux. Mais l'œil perçant de Poirot le remarqua, le léger tremblement des doigts de l'homme et le morceau de papier à moitié brûlé dans la cheminée. Dehors, dans le couloir, Poirot s'arrêta, jetant un coup d'œil en arrière vers la légère odeur de papier brûlé. « Il détruit quelque chose, murmura-t-il. Une lettre, peut-être. Ou un mot. Ce sont toujours les mots qui trahissent, jamais les objets. » Ce soir-là, Poirot retourna au salon où le feu avait été rallumé. Sir Henry était assis là, en silence, un journal non lu sur les genoux. Il leva les yeux lorsque Poirot entra. « Des avancées, monsieur Poirot ? Reeves pense que nous ne trouverons rien de plus. » Poirot esquissa un sourire. « Ah, mais je ne suis pas d'accord. J'ai déjà trouvé beaucoup de choses, même si rien n'est encore complet. » Sir Henry se pencha en avant. « Vous pensez que quelqu'un tuait son. » La voix de Poirot était douce. « Je pense, monsieur, que la mort de votre femme n'est pas due au hasard. Mais s'il s'agit d'un meurtre, ou de quelque chose d'encore plus subtil, nous le verrons. » Il jeta un coup d'œil vers la cheminée, où une petite photographie de Lady Evelyne était encadrée d'argent. Son expression était sereine, mais son regard semblait exprimer quelque chose d'indicible, une certaine inquiétude. Poirot l'observa en silence pendant quelques instants. « C'était une femme très sensible, n'est-ce pas ? » dit-il doucement. « Une femme qui souhaitait être aimée, mais qui craignait peut-être de faire confiance. » Le regard de Sir Henry se porta sur le feu. « Oui, dit-il après un long silence. Elle était différente, trop intelligente pour sa propre tranquillité. » Poirot acquiesça. « Exactement. L'intelligence, lorsqu'elle est associée à la beauté, est un mélange dangereux. Elle suscite à la fois l'admiration et la haine. À 8h pile, la porte s'ouvrit et mademoiselle Clara entra, portant un petit plateau d'argent. Elle hésita en apercevant Poirot, puis déposa le plateau sur la table. « Du café, dit-elle brièvement. Papa, tu n'as presque rien mangé de la journée. » Poirot l'observait attentivement. Ses mouvements étaient gracieux, mais une tension sous-jacente les animait. Celle qu'on ressent lorsqu'on porte des secrets depuis trop longtemps. Lorsqu'elle se retourna pour partir, il dit doucement. « Mademoiselle, une question, si vous me le permettez. Avez-vous déjà remarqué que votre belle-mère portait un petit médaillon en or ?» Clara se retourna. « Oui, elle ne l'a jamais enlevé. »« Ah !» murmura Poirot. « Et pourtant, il ne figurait pas parmi ses effets personnels. » Clara se figea. « Vous voulez dire qu'il a disparu ?»« En effet, comme le gant. »
Le ton de Poirot était calme, mais ses yeux brillaient. Deux petits objets qui disparaissent d'un coup. L'un cache un mot, l'autre peut-être un secret. C'est le schéma qui m'intéresse. Il sourit doucement. Voyez-vous, mademoiselle, lorsqu'on élimine tout ce qui est impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est forcément la vérité. Et déjà, je commence à en entrevoir les contours. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, tambourinant contre les vitres comme des doigts insistants. Poirot se tourna de nouveau vers le feu, son reflet luisant dans la vitre. Sa voix n'était qu'un murmure. La vérité se dissimule derrière l'ordre, et quelque part dans cette maison, quelqu'un a perturbé cet ordre. Mais plus pour longtemps. Chapitre 4. Les ombres en conversation. Le lendemain matin, le ciel était gris et sans couleur. Une fine brume enveloppait les jardins d'Ashcombe Manor, adoucissant les contours nets des haies et des statues. À l'intérieur, la maison semblait suspendue dans un silence fragile, comme si elle attendait qu'un événement vienne le briser. Hercule Poirot, cependant, était déjà levé et impeccable, assis dans la salle à manger avec son café et un petit pain soigneusement beurré. L'horloge sur la cheminée venait de sonner 8 heures lorsque l'inspecteur Reeves entra, l'air soucieux et incertain. « Bonjour, monsieur Poirot, » dit Reeves en se frottant la nuque. « Il y a eu un petit développement. Je pensais qu'il valait mieux vous le dire avant que la maisonnée ne s'éveille. » Poirot plia soigneusement sa serviette, les yeux curieux. « Un développement, dites-vous. Alors la journée commence bien. Asseyez-vous, mon ami, et racontez-moi. » Reeves s'est laissé tomber sur une chaise. Le gant manquant, nous l'avons retrouvé. Les sourcils de Poirot se levèrent d'un léger plaisir. Mais enfin, où, je vous prie, est-il réapparu ? Dans le jardin, dit Reeves d'un ton sombre, près du fond de la terrasse, enfoui sous des feuilles humides, près de la fontaine. Il n'a pas pu être emporté par le vent, quelqu'un l'a caché. Très intéressant, murmura Poirot. Et pourtant, mon ami, c'est bien ce à quoi je m'attendais. Le gant disparaît la nuit de la mort. Et maintenant, il réapparaît. Comme par magie, lorsque le meurtrier commence à craindre que son absence ne soit plus forte que sa présence. Reeves fronça les sourcils. Vous pensez que le tueur l'a remis en place ? Mais oui. La peur trompe les plus intelligents, inspecteur. Cacher quelque chose, c'est attirer l'attention 2 fois, une fois lorsqu'il disparaît et une fois lorsqu'il réapparaît. Les coupables l'oublient. Les doigts de Poirot tapotèrent légèrement la nappe. Dites-moi, y avait-il quelque chose dans le gant cette fois-ci ? Non. Vide. Poirot hocha la tête, pensif. Bien sûr, le billet a rempli son rôle, il a causé la mort de Lady Evelyn. À présent, son auteur souhaite effacer toute trace de son existence. Mais on n'efface pas si facilement une intention. Reeves hésita. Il y a autre chose. Un des jardiniers jure avoir vu quelqu'un marcher près de la terrasse tard dans la nuit. Il n'a pas pu identifier la personne. Le brouillard était trop épais, mais il est certain que ce n'était pas Lady Evelyn. Les yeux de Poirot s'illuminèrent. Ah, une silhouette dans la brume. Romantique, non. Mais il ne faut pas être romantique, il faut être précis. Cette personne était-elle grande ? Petite ? Se déplaçait-elle rapidement ? Reeves se gratta la tête. Il a dit « plutôt grand », portant un long manteau sombre. Ça aurait pu être un homme, ça aurait pu être Arthur. L'expression de Poirot se fit plus distante. Peut-être. Ou peut-être que le jardinier voit ce que son imagination lui dicte. Le brouillard est un piètre témoin. Il se leva en enlevant une miette invisible de sa manche. « Viens, mon ami, prenons l'air. L'esprit réfléchit mieux quand les pieds aussi se mettent en mouvement. » Dehors, la brume commençait à se dissiper, laissant les pelouses argentées par la rosée. Poirot longeait lentement la terrasse, les mains jointes dans le dos, son regard perçant passant du chemin de gravier aux fenêtres. La fontaine murmurait, non loin de là. Et là, sous un laurier, il aperçut une tache sombre de terre fraîchement retournée. Il s'accroupit délicatement, l'examinant avec la précision d'un joaillier inspectant un diamant. « Regardez, inspecteur, le sol est humide mais irrégulier. Quelqu'un s'est agenouillé ici, n'est-ce pas ? Et regardez, une légère empreinte. » Reeves baissa les yeux. « Une marque de talon. Exactement. Petite, étroite, une chaussure de femme, je crois. » Poirot se redressa, sa moustache frémissant. Alors peut-être que ce n'était pas Arthur qui est venu sur la terrasse ce soir-là, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un dont la présence ici devait être dissimulée. Reeves semblait incertain. Mademoiselle Clara, peut-être ? Ou la gouvernante ? Poirot haussa légèrement les épaules. Peut-être. La maison de Hargrove, mon cher inspecteur, est un monde de masques, mais les masques, ça ne dure pas éternellement.
Ils rebroussèrent son chemin vers le manoir, et Poirot s'arrêta un instant, le regard fixé sur une des fenêtres à l'étage. Un rideau blanc flotta, et un bref instant, il crut apercevoir une silhouette qui les observait, immobile et pâle, comme un fantôme devant la vitre. Puis, elle disparut. « C'est curieux, murmura-t-il. Dans une maison de vivants, les morts ne reposent pas toujours en paix. » Plus tard dans la matinée, Poirot demanda à voir mademoiselle Clara à la bibliothèque. Elle entra avec la même assurance déconcertante qu'auparavant, le menton légèrement relevé, les yeux encore cernés par le manque de sommeil. « Vous souhaitiez me parler, monsieur Poirot ?»« Juste un instant, mademoiselle, » dit Poirot avec bienveillance. « Vous êtes jeune, intelligente et observatrice, des qualités qui forment un mélange dangereux en période de crise. Je me demande, savez-vous qui aurait pu vouloir du mal à votre belle-mère ?» Clara serra les lèvres. « Je te l'ai déjà dit, elle se faisait facilement des ennemis, surtout parmi les hommes. »« Ah oui, vous l'avez mentionné. Et pourtant, mademoiselle, les hommes ne sont pas les seuls à envier. Les femmes aussi, elles éprouvent des jalousies plus subtiles, plus profondes. Craignait-elle une femme ?» Clara hésita. Son regard se porta vers la fenêtre. « Peut-être Madame Grant. Elle adorait mon père. Elle a fait tailleter avec nous pendant des années, dévouée à lui. Je pense qu'elle méprisait Evelyne parce qu'elle avait pris sa place dans la maison. » Poirot inclina légèrement la tête. « Et vous, mademoiselle, la méprisiez-vous aussi ?» Clara eut le souffle coupé. « Non, dit-elle enfin d'une voix douce. Je la plaignais. Elle pensait pouvoir acheter l'amour, mais le respect, ça ne s'achète pas. » Poirot la regarda en silence, puis hocha la tête. « Merci. Vous avez été franche, et c'est rare. Une dernière chose, votre belle-mère a-t-elle conservé des lettres personnelles, dans sa coiffeuse? Je crois que la police a déjà cherché. Ah, mais peut-être pas comme soigneusement. Moi aussi. » Poirot sourit en se levant. « Vous m'excuserez. » Alors que Clara s'apprêtait à partir, elle s'arrêta. « Monsieur Poirot, si vous trouvez quelque chose dans ces lettres, quelque chose qui change notre opinion sur elles, je préfère ne pas le savoir. » Poirot inclina doucement la tête. « Et pourtant, mademoiselle, la vérité n'est pas un choix. Elle survient, qu'on la veuille ou non. » Dans le boudoir de Lady Evelyne, l'air était encore imprégné de son parfum. Poirot ouvrit les petits tiroirs de la coiffeuse. Chaque mouvement lent et méthodique, mouchoir, poudre, un peigne en argent, tout était disposé avec une symétrie parfaite. Mais lorsqu'il souleva le pied du miroir, il découvrit une étroite enveloppe glissée dessous. La question a été abordée simplement, E.H. À ouvrir si je suis parti. Poirot plissa les yeux. Mon Dieu. Il enfila ses gants et l'ouvrit avec une extrême précaution. À l'intérieur, il n'y avait que quelques lignes, écrites de cette même main élégante et légèrement inclinée qui avait rédigé le message fatal. S'il refuse d'entendre raison, alors je dois dire la vérité. Il vaut mieux souffrir la honte que de vivre dans le mensonge. Pardonnez-moi. Il n'y avait pas de signature, seulement une date, la veille de sa mort. Poirot le lut 2 fois, puis le remit soigneusement dans l'enveloppe. Alors, murmura-t-il, encore la vérité? Elle menace toujours de la révéler. Mais quelle vérité? Mon Dieu, à propos d'Henry? À propos d'un autre? À propos d'elle-même? On frappa à la porte, ce qui le fit sursauter. Madame Grant se tenait sur le seuil, les mains jointes. « Je me doutais bien que vous seriez là, monsieur Poirot, » dit-elle. « Je l'ai caché aux autres, mais je pense que vous devriez le voir. » Elle lui tendit un petit papier plié. À l'intérieur, écrit de la même main, on pouvait lire « Ne faites pas confiance à celui qui vous apporte du réconfort. » Poirot leva brusquement les yeux. « Où avez-vous trouvé cela ?»« Dans son bureau, caché sous la doublure. » Il l'observa un instant. Son visage était pâle, sa bouche tremblait légèrement, malgré son calme. « Madame, dit-il doucement, quand on garde des secrets pour autrui, on devient son prisonnier. Dites-moi, Lady Evelyne avait-elle peur ?» Les lèvres de Madame Grant s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. « Oui, murmura-t-elle, mais pas de la personne que vous croyez. » Et avant qu'il puisse poser d'autres questions, elle se retourna et quitta la pièce. Poirot se tenait seul, le billet tremblant légèrement entre ses doigts. Par la fenêtre, le brouillard revenait, doux et blanc, engloutissant à nouveau les allées du jardin. Il baissa les yeux sur le journal, puis les releva vers la porte vide. « Pas de celui que je crois, » répéta-t-il doucement. « Alors peut-être devrais-je me tromper. » Il remit le billet dans sa poche et esquissa un sourire, sans aucune gaieté. « Il est temps, murmura-t-il, de troubler la tranquillité de celui qui se cache derrière un regard serein. » Alors qu'il quittait le boudoir, le bruit de la pluie reprit, régulier, froid, insistant.
Chaque goutte semblait murmurer le passé, et Poirot, à petits pas précis, se mit à suivre son rythme vers la vérité. Chapitre 5. La trahison silencieuse. L'après-midi pesait lourd sur Ashcombe Manor, l'air saturé du parfum de la terre, mouillé par la pluie. Le brouillard s'était dissipé, mais un malaise persistait, une brume invisible qui s'accrochait aux couloirs et aux escaliers. Hercule Poirot avançait lentement dans le couloir, les mains sagement jointes derrière le dos, ses pensées aussi ordonnées que le cliquetis précis de ses chaussures vernies sur le sol. Chaque détail de la maison semblait désormais murmurer des secrets. Le grincement d'une porte, le bruissement du tissu derrière les rideaux, le faible écho des voix qui s'éteignaient aussitôt à son passage. Il s'arrêta devant le salon. À l'intérieur, le colonel Hargrove était assis à son bureau, fixant une carafe de brandy, comme si ses profondeurs ambrées pouvaient lui apporter du réconfort. Poirot entra sans un mot, et le colonel leva brusquement les yeux, voilé mais alerte. « Ah, Poirot, dit-il d'un ton sec, j'ai entendu dire que vous aviez encore mis la maison sans dessus-dessous. Avez-vous trouvé quelque chose qui justifie cette intrusion ?» Poirot sourit poliment. « Une intrusion peut-être, mais nécessaire, mon colonel. La vérité, voyez-vous, est une invitée des plus gênantes, mais il faut tout de même la recevoir. » Hargrove serra les lèvres. « La vérité. Un luxe pour ceux qui n'ont pas à y faire face. » Il se resservit un verre, le cristal tintant contre le fond. « La mort de ma femme a déjà fait assez de dégâts. Clara est anéantie, les domestiques colportent des rumeurs comme des chacals, et l'inspecteur rôde comme un huissier. Quel intérêt y aurait-il à poser davantage de questions ?» Poirot le fixa un instant, le regard calme et pénétrant. « Peut-être la paix de votre conscience, monsieur. Vous dites que la mort de Lady Evelyn n'a apporté que du tort, pourtant elle a laissé des paroles qui disent le contraire. » Le colonel s'immobilisa, son verre à quelques centimètres de ses lèvres. « Des mots ? Oui, dit Poirot d'une voix douce. Une lettre, écrite la veille de sa mort. Elle parlait de vérité, du choix de souffrir la honte plutôt que de vivre dans le mensonge. Je me demande, mon ami, quel mensonge était si terrible qu'il pouvait pousser une femme à tout risquer. Le colonel posa le verre avec un petit bruit sec. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Poirot inclina légèrement la tête. Peut-être pas. Ou peut-être ne voulez-vous pas me le dire. Mais on ne peut vivre près du mensonge sans en être affecté. Vous êtes soldat, n'est-ce pas? Vous avez affronté des ennemis sans crainte, pourtant je soupçonne que vous avez craint quelque chose de bien plus proche de vous. » Le regard du colonel croisa le sien pendant un long moment. Puis, d'une voix calme, il dit « Si vous insinuez que j'ai quoi que ce soit à voir avec la mort de ma femme, vous perdez votre temps. » L'expression de Poirot s'adoucit. Je ne suggère rien, mon colonel. Je ne fais qu'observer. Et j'observe qu'un homme qui clame son innocence avant même d'être accusé est qui comme une porte qui se verrouille au moindre souffle de vent. Le colonel se leva brusquement. « J'en ai assez. » Poirot s'inclina légèrement. « Comme vous le souhaitez. Mais souvenez-vous, monsieur, ce n'est pas le silence des autres qui nous condamne, mais le nôtre. » Alors qu'il se retournait pour partir, le regard de Poirot se posa sur le bureau. Parmi les papiers éparpillés se trouvait une photographie, Lady Evelyn et le colonel, côte à côte dans le jardin. Mais les bords de la photographie étaient effilochés, sa surface marquée de fines rayures, comme si elle avait été souvent manipulée, voire déchirée et réparée. Poirot marqua une pause. « Une belle photo, n'est-ce pas? Le sourire de votre femme, comme il était radieux ?» Hargrove baissa les yeux, le visage impassible. « Oui, dit-il doucement. Elle avait le don d'avoir l'air heureuse. » Poirot inclina une dernière fois la tête et quitta la pièce. Plus tard, dans la soirée, alors que le crépuscule baignait les pelouses, Poirot était assis dans le bureau avec l'inspecteur Reeves. Une simple lampe brûlait entre eux, projetant de longues ombres sur les murs. « Reeves, commença Poirot, dites-moi, que savons-nous de Madame Grant ?»« Gouvernante ici depuis près de 20 ans, répondit Reeves. Elle est arrivée quand Clara était enfant, d'une loyauté sans faille. Elle a su faire tourner la maison malgré 2 mariages, 3 rénovations et plus de ragots qu'une fête de village. Pourquoi ? Poirot tapota le bout de ses doigts l'un contre l'autre. Parce que la loyauté, mon ami, est une vertu dangereuse. Elle peut devenir obsession, et l'obsession, mon cher, se cache souvent derrière le masque du devoir. Reeves fronça les sourcils. Vous pensez qu'elle cache quelque chose ? Je pense, dit Poirot d'une voix douce, qu'elle en sait plus qu'elle n'ose le dire. Quand elle m'a donné ce mot, ne faites pas confiance à celui qui vous réconforte. Sa main tremblait, non pas de peur, mais de culpabilité. Reeves se pencha en avant.
C'est-à-dire qu'elle l'a écrit ?» Les yeux de Poirot brillèrent, ce qui signifie qu'elle aurait pu, trouve-t-elle, la montrer là où elle n'aurait pas dû regarder, ou peut-être l'a-t-elle donnée, croyant bien faire. La main coupable n'est pas toujours celle du meurtre, inspecteur, mais elle laisse des traces, de peur, de silence, de clémence mal placée. Reeves expira lentement. Vous construisez cela comme un échiquier, monsieur Poirot, sauf que je ne suis pas sûr de qui jouent les noirs. Poirot esquissa un sourire. Ah, mais c'est précisément ce que nous devons découvrir. Il se leva. Venez, je voudrais parler moi-même à madame Grant. Mais avec douceur, inspecteur. Toujours avec douceur. Ils la trouvèrent dans le couloir des domestiques, en train de plier du linge avec une précision mécanique. Elle était raide, le visage pâle. À la vue de Poirot, elle se redressa aussitôt. Madame, salua doucement Poirot, veuillez excuser mon intrusion. Je ne viens pas en tant que policier, mais en tant que personne cherchant à comprendre un cœur souffrant. Ses lèvres se pincèrent. Vous perdez votre temps avec moi. J'ai tout dit à l'inspecteur. Peut-être, dit Poirot, mais pas tout ce que vous ressentez. Il désigna une chaise. Asseyez-vous, je vous prie. Elle hésita un instant, puis s'affaissa lentement sur le bord du siège, les mains serrées sur ses genoux. Poirot se pencha légèrement en avant. Vous aimiez le colonel Hargrove, n'est-ce pas? Ses yeux s'écarquillèrent. Comment oses-tu? Ne vous donnez pas la peine de le nier, madame. Cela se voit dans votre regard sur sa photo, dans le tremblement de votre voix, quand vous prononcez son nom. Vous l'avez aimé, en silence, fidèlement, et vous avez supporté de voir une autre femme prendre la place que vous désiriez. Les larmes lui montèrent un instant, puis disparurent derrière un mur de sérénité. J'ai servi cette famille. C'était mon devoir. Et Lady Evelyn demanda Poirot à voix basse. L'avez-vous servi également? Le regard de madame Grant s'est voilé. Elle ne le méritait pas, a-t-elle fini par dire. Elle le rendait malheureux. Elle étalait son passé, sa richesse, ses amants. Elle était un poison pour cette maison. La voix de Poirot resta calme. Mon... Et donc, lorsqu'elle a menacé de révéler une vérité, un secret qui pourrait le détruire, vous avez craint pour lui, n'est-ce pas? Elle leva brusquement les yeux. Que dites-vous? Vous pensiez qu'elle ruinerait l'homme que vous aimiez? Dit Poirot d'une voix calme. Et peut-être avez-vous songé à l'en empêcher? Non par la violence, mais par le silence. Cacher une lettre, brûler une page, égarer une clé. Ce sont les petits crimes du cœur, les petits crimes du cœur. Dites-moi, madame, était-ce ainsi? Madame Grant le fixa, tremblante. Je voulais seulement le protéger. Elle allait le quitter et prendre le domaine. Tout ce qu'il avait construit, tout ce que son père lui avait légué. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Poirot hocha doucement la tête. Vous avez donc pris la lettre. Peut-être l'avez-vous détruite, mais vous ne l'avez pas tuée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Non, murmura-t-elle, je le jure. Alors quelqu'un d'autre l'a su, quelqu'un qui a lu ce que vous cherchiez à cacher. La vérité, madame, ne disparaît pas lorsqu'elle brûle. Elle voyage comme la fumée et passe d'une main à l'autre. Madame Grant enfouit son visage dans ses mains. Elle a dit qu'elle lui dirait ce soir-là. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec ce mensonge. Je l'ai suppliée de ne pas le faire pour son bien, mais elle n'a rien voulu entendre. Le regard de Poirot s'assombrit, et elle mourut donc avant d'avoir pu parler. Pratique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Madame Grant leva les yeux, les larmes coulant désormais librement. Vous pensez que c'est lui qui a fait ça? Je pense, dit Poirot d'une voix douce, que l'amour, lorsqu'il est blessé, peut être aussi mortel que la haine, et que les deux étaient au présent dans cette maison. Lorsque Poirot regagna sa chambre, la nuit était tombée, la pluie avait recommencé à tomber, tambourinant aux vitres, comme une main impatiente. Il resta longtemps là, fixant l'obscurité, le reflet de son visage se devinant faiblement dans le verre. Il murmura pour lui-même, une femme qui voulait dire la vérité, une autre qui voulait la cacher, et un homme qui ne voulait jamais l'entendre. 3 cœurs, enchaînés les uns aux autres. Il se détourna de la fenêtre, le visage grave. Mais il y en a encore un qui observe dans l'ombre, et c'est que celui, je crois, qui détient le dernier fil. Dehors, la foudre déchira les nuages, révélant un instant la silhouette sombre du jardin. Près de la fontaine, une silhouette se tenait immobile sous la pluie, le regard tourné vers la maison, puis, au grondement du tonnerre, elle disparut dans l'obscurité. Poirot plissa les yeux. « D'accord. Demain, la donne change, » murmura-t-il. Chapitre 6. L'ombre, près de la fontaine. Le lendemain matin, le ciel était gris et lourd, comme si le monde lui-même s'était lassé de la tristesse qui planait sur Ashcombe Manor. La pluie avait cessé avant l'aube, mais la terre était encore humide.
Une légère brume s'élevait des pelouses, s'enroulant comme de la fumée autour de la fontaine du jardin. La statue de la nymphe, au centre, luisait de rosée, son visage de marbre figé à jamais dans une expression de lamentation. Poirot se tenait à la fenêtre de sa chambre d'amis, observant les alentours. Son regard, toujours aussi perçant, était fixé sur cette même fontaine, celle où, dans l'éclair de l'orage, il avait aperçu une silhouette la nuit précédente, une ombre, qui guettait, qui attendait. Il ne s'était pas trompé. Le souvenir était net, et la question persistait. Qui pouvait bien errer dans le parc sous la pluie à une heure pareille, si ce n'est poussé par quelque chose de plus fort que la peur, ou peut-être par la culpabilité? Il rajusta les revers de son costume, lissa sa moustache et descendit le grand escalier avec sa précision habituelle. Le manoir était plus calme que d'ordinaire. Les domestiques s'activaient à un rythme feutré, leur chuchotement s'éteignant dès que son nom était prononcé. Le colonel n'était pas descendu déjeuner, et mademoiselle Clara, semblait-il, avait emporté son plateau dans sa chambre. Seul Arthur Hargrove était assis dans le salon, une cigarette se consumant lentement entre ses doigts et un léger sourire aux lèvres. « Ah, monsieur Poirot !» salua Arthur en jetant des cendres dans un plateau. « Vous êtes dans un matinal. Vous comptez interroger les statues du jardin ensuite ?» Poirot esquissa un signe de tête courtois. « Mais oui, parfois, ils parlent avec le plus d'éloquence lorsque les vivants se taisent. » Arthur laissa échapper un petit rire. « Tu es convaincu que nous cachons tous quelque chose, n'est-ce pas ?» Poirot haussa un sourcil. « N'est-ce pas ?» Le plus jeune se laissa aller en arrière, expirant une volute de fumée. « Mon cher inspecteur, dans cette maison, tout le monde a des secrets. La différence, c'est que certains d'entre nous les assument. » Poirot l'observa en silence, remarquant le tapotement nerveux des doigts d'Arthur sur l'accoudoir. Ce geste trahissait quelque chose, de l'agitation, ou peut-être le besoin de la maîtriser. « Vous êtes un homme habitué à la liberté, je crois, » dit Poirot. « Londres, les clubs, la vie mondaine. » « Oui. » Arthur esquissa un sourire. « J'aime bien un peu d'aventure, oui. Ashcombe est magnifique, mais on s'y sent étouffé. Ici, tout obéit à des règles invisibles. »« Et Lady Evelyne, a-t-elle respecté ces règles ?» demanda Poirot. Le sourire d'Arthur s'effaça. Il écrasa sa cigarette. « Non. Evelyne était vivante. Elle vous faisait oublier la tristesse de cet endroit. Mon oncle ne l'a pas appréciée à sa juste valeur. » Poirot ne le quittait pas des yeux. « Alors, vous l'avez appréciée à sa place ?» Le regard d'Arthur se durcit. « Attention, monsieur Poirot, je n'aime pas ce que vous insinuez. »« Je n'insinue rien, » répondit Poirot d'une voix douce, « mais je remarque que vos boutons de manchette, ceux avec la lettre UN, leur jumeau a disparu. Vous vous souvenez peut-être que l'un d'eux a été retrouvé près de l'escalier où Lady Evelyne est tombée. » Les lèvres d'Arthur se pincèrent. « Oui, l'inspecteur Reeves l'a mentionné, mais cela ne prouve rien. J'ai perdu ce bouton de manchette quelques jours avant sa mort. »« Oh !» Poirot murmura. « Comme les jours qui passent avant la tragédie sont bien pratiques. » Arthur se leva, agité. « Tu crois que je l'ai tué ? À cause d'un bibelot ?» Le ton de Poirot demeura presque aimable. « Non, monsieur. Je pense que vous êtes assez intelligent pour ne pas tuer, mais peut-être pas assez pour éviter d'être utilisé. » Arthur se figea, le visage légèrement livide. « Occasion ? Oui, c'est l'histoire la plus vieille du monde. L'amant qui se croit maître de la situation, alors qu'en réalité, il n'est que l'instrument des desseins d'autrui. Il y a toujours quelqu'un qui manipule, qui murmure, qui pousse doucement vers le précipice. » Poirot s'approcha, baissant la voix. « Dites-moi, qui était au courant de votre amitié avec Lady Evelyne ?» Arthur hésita, sa défiance vacillant sous le regard scrutateur de Poirot. « Clara savait, finit-il par dire. Elle nous a vus ensemble, une fois, dans la roseraie. J'ai juré que ce n'était rien de grave, mais elle ne m'a jamais cru. Elle détestait Evelyne. » Poirot hocha lentement la tête. « Bien, alors peut-être est-il temps de parler à mademoiselle Clara. » Il trouva Clara dans le salon de musique, assise au piano, les mains posées nonchalamment sur les touches. La lumière du matin caressait ses cheveux auburn, et son expression, lorsqu'elle leva les yeux, était méfiante. « Monsieur Poirot, dit-elle doucement, vous semblez déterminé à maintenir cette maison dans un état d'agitation perpétuelle. » Poirot inclina la tête. « Madame la mort l'a déjà fait, mademoiselle. Je cherche seulement à comprendre la raison de sa visite. » Clara esquissa un sourire. « Et avez-vous trouvé sa raison ? » Pas encore. Mais je perçois de nombreuses émotions, la jalousie, le ressentiment, la loyauté, le désir, ce sont les fils de cette tapisserie. Non, elle baissa les yeux. « Vous êtes poétique, monsieur Poirot, mais ce n'est pas de la poésie,
C'est de la douleur. Mon père est brisé. Arthur est déchiré par les rumeurs. Et vous, vous semblez presque vous délecter du chaos. La voix de Poirot s'adoucit. Non, mademoiselle, je ne fais que rétablir l'ordre dans ce que d'autres ont choisi de plonger dans le chaos. Il marqua une pause. Dites-moi, lorsque votre belle-mère est décédée, vous avez dit qu'elle n'était pas une sainte. Vous avez insinué qu'elle avait des liaisons. Parliez-vous d'Arthur ? Clara serra les doigts sur les touches du piano. Je n'ai pas besoin de répondre à ça. Mais vous l'avez déjà fait, dit Poirot d'une voix douce. Votre silence est éloquent. Elle se leva brusquement, la voix tremblante. Vous ne comprenez pas ? Elle était en train de détruire cette famille. Mon père ne s'en rendait pas compte. Elle le saignait à blanc. Elle menaçait de vendre une partie du domaine, de partir vivre à Londres avec ses amis. J'essayais seulement de le protéger. Poirot hocha légèrement la tête. Le protéger ou vous-même ? Ses yeux s'illuminèrent. Les deux. J'ai grandi dans cette maison. Ashcombe, c'est tout ce que j'ai. Sans elle, je ne suis rien. Evelyne aurait tout pris, et elle le savait. Poirot l'observa longuement. Vous la détestiez au point de souhaiter sa disparition ? Clara eut le souffle coupé. Je ne l'ai pas tuée. Peut-être pas, dit-il. Mais la haine est comme une allumette. Elle ne déclenche pas toujours l'incendie qu'elle vise. Elle se détourna, le regard fixé sur le jardin par la fenêtre. Elle devait retrouver quelqu'un ce soir-là, dit-elle, après un silence. Je l'ai vue sortir de sa chambre, enveloppée dans son châle gris. Elle avait l'air effrayée, désespérée. J'ai voulu l'arrêter, mais elle m'a repoussé. Elle a dit qu'il était trop tard. Oh, Poirot murmura. Et avez-vous vu où elle est allée ? À la galerie Est, murmura Clara. C'est alors que j'ai entendu le cri. Les yeux de Poirot brillèrent. Et vous ne l'avez dit à personne. Sa voix s'est brisée. M'auriez-vous cru ? Tout le monde pensait déjà que j'étais jalouse. Poirot la regarda en silence. Mademoiselle, la jalousie n'est pas un crime, mais le silence, parfois, en est le complice. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Une dernière chose. Hier soir, j'ai aperçu une silhouette dans le jardin, près de la fontaine. Sauriez-vous de qui il s'agissait ? Elle le regarda, les yeux grands ouverts, et incertain. La fontaine ? À cette heure-ci ? Je ne sais pas. Mais Poirot l'aperçut, la lueur de quelque chose qu'elle tentait d'enfouir. Un regard trop rapide, un souffle saisi trop tard. « Merci, mademoiselle. Vous nous avez été d'une grande aide, » dit-il doucement. Dehors, le jour s'était légèrement éclairci, malgré l'air vif et froid. Poirot traversa la terrasse et descendit vers la fontaine. L'herbe crissait légèrement sous ses chaussures cirées. Il s'arrêta près du bassin de pierre, observant l'eau, sombre, immobile, presque noire. Quelque chose de pâle scintillait au fond. Il s'agenouilla, tendit la main avec précaution et la retira. Mouchoir, brodé d'un délicat humide, légèrement parfumé et déchiré. Il l'examina à la lumière, remarquant une légère tache rougeâtre sur un bord. Il se redressa, jetant un regard en arrière vers le manoir. « Alors, madame, même dans la mort, tu parles encore » murmura-t-il. Du haut de la fenêtre, invisible à ses yeux, Clara observait. Ses mains agrippaient le rideau, les jointures blanchies, le souffle court, puis, lentement, elle regagna l'ombre de la pièce, le visage pâle comme l'ivoire. Ce soir-là, Poirot rejoignit de nouveau l'inspecteur Reeves dans le bureau. Il déposa le mouchoir sur le bureau, à côté du dossier de notes. Reeves siffla doucement. « Tu as trouvé ça dehors ? On dirait que c'est là depuis un moment. » Poirot acquiesça. Il était caché, pas perdu. Et ce qui est caché, mon ami, est toujours plus dangereux que ce qui manque. Reeves fronça les sourcils. Vous pensez que cela appartenait à Lady Evelyne ? Les yeux de Poirot brillèrent. Oui, mais ce n'est pas elle qui l'a placé là. Quelqu'un voulait qu'il disparaisse. Et pourtant, pas complètement. Il a été jeté, non pas abandonné, un acte de peur, non d'indifférence. Reeves nain se pencha en avant. Et maintenant ? Poirot regarda le jardin obscurci, son reflet se confondant avec la vitre. Maintenant, mon ami, nous attendons. La vérité étant comme l'aurore, on ne peut la forcer à se lever, il faut seulement guetter la lumière sous l'horizon. Tandis qu'il parlait, quelque part dans la maison au-dessus d'eux, une porte se referma doucement, le faible bruit se propageant dans le couloir comme un murmure. Poirot tourna légèrement la tête, son expression indéchiffrable. « D'accord, il semblerait que le matin arrive plus tôt que prévu, » murmura-t-il. Chapitre 7. La seconde ombre. Le lendemain matin, le ciel était pâle et frais,
le brouillard londonien descendant au ras des haies, bordant Little Brompton. Une quiétude feutrée, semblable à celle qui suit souvent une nuit de rêves agités, planait dans l'air. Poirot, pourtant, semblait revigoré par la fraîcheur matinale. Assis à la table du petit déjeuner dans l'aile des invités du manoir, il sirotait son café et lisait le journal avec une concentration tranquille, tandis que Hastings, encore à moitié en robe de chambre, paraissait plus cerné que d'habitude. « Encore une nuit épouvantable, » murmura Hastings. « Il semble que cette maison soit incapable de connaître une nuit entière de paix. » Poirot leva les yeux de son journal, un léger sourire aux lèvres. « Mais oui, mon ami, la paix, quand le meurtre rôde dans les couloirs, n'est qu'une illusion des plus fragiles. » Hastings fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il s'est passé autre chose ?» Poirot plia soigneusement son journal. « Il y a eu du mouvement la nuit dernière, Hastings. J'ai entendu des pas feutrés dans le couloir et une porte s'ouvrir, celle qui mène à la bibliothèque. Quelqu'un n'arrivait pas à dormir, ou peut-être quelqu'un voulait-il s'assurer que je ne puisse pas. À ce moment-là, on frappa à la porte. L'inspecteur Finch entra, le visage tiré. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, il y a eu un autre incident. » Poirot posa lentement sa tasse. « Ah, vous confirmez mes soupçons avant même que mon café soit terminé. Continuez, je vous en prie. » « Ce n'est pas un meurtre, » dit rapidement Finch, « mais quelque chose d'étrange. Mademoiselle Harriet Vale affirme avoir trouvé un mot glissé sous sa porte ce matin. » Il tendit à Poirot un petit morceau de papier crème plié. Poirot le prit délicatement entre ses doigts et l'examina. Le message était écrit d'une écriture soignée et féminine. Il le sait. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Les yeux de Poirot brillèrent. Fascinant. Un mot avertissant l'un des suspects, écrit d'une main invisible. La question est, est-ce un avertissement ou une menace ? Hastings se pencha en avant. Pensez-vous qu'Harriet l'ait écrit elle-même ? Poirot secoua la tête. Non, mademoiselle Vale est une actrice habile. Elle peut feindre l'innocence, oui, mais pas ce genre de désespoir. Cette écriture porte la marque de la peur, non de la comédie. Ils allèrent aussitôt voir Harriet Vale. Elle était assise près de la fenêtre, en robe de chambre, une cigarette tremblant légèrement entre ses doigts. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient, trop brillaient. « Ah, monsieur Poirot, dit-elle doucement, vous êtes donc venu assister au petit drame qui continue de se dérouler ?» Poirot inclina la tête. « Mademoiselle, vous avez reçu un billet. Puis-je vous demander quand et comment vous l'avez trouvé ?»« Sous ma porte ce matin, répondit-elle, quand je suis allé chercher mon plateau repas. Je ne sais pas qui l'a mis là. » L'avez-vous montré à quelqu'un avant l'inspecteur ? Uniquement à mademoiselle Linton, a-t-elle précisé. Elle passait par là. Elle m'a dit que ça devait être une mauvaise blague. Poirot l'observait attentivement. Et vous êtes d'accord ? Elle laissa échapper un rire amer. Monsieur Poirot, plus rien dans cette maison ne fait rire. Le regard de Poirot se porta sur le bureau près du lit. Il y avait plusieurs enveloppes, une lettre à moitié écrite et une petite plume d'argent. Il nota chaque détail avant de se retourner pour partir. Dans le couloir, Hastings murmura « Qu'en pensez-vous » ? J'en conclus, mon cher Hastings, que quelqu'un craint d'être démasqué. Le jeu est entré dans son deuxième acte, celui où le masque commence à tomber. Ils descendirent à la bibliothèque, où Sir Malcolm les attendait, le visage sombre. « J'en ai assez, lança-t-il sèchement. Si quelqu'un tente de jouer à des jeux sous mon toit, je le ferai expulser. » Poirot garda son calme. « Il serait peut-être plus sage, Sir Malcolm, de ne pas agir sous le coup de la colère. Un jeu de tromperie doit suivre son cours. Si vous l'interrompez trop tôt, les coupables s'éparpilleront comme des oiseaux effrayés dans un champ. » Sir Malcolm marmonna entre ses dents, mais ne dit rien de plus. Pendant leur conversation, mademoiselle Béatrice Linton entra. Elle conservait son calme habituel, bien que ses mains fussent serrées devant elle. « J'ai entendu parler du mot, dit-elle. Pauvre Harriet, elle doit être terrifiée. » Poirot se tourna doucement vers elle. « Vous avez vu le mot ce matin, n'est-ce pas, mademoiselle ? » ?»« Oui, elle me l'a montré. Je lui ai dit que c'était probablement absurde. Ne vous est-il pas venu à l'esprit d'en informer l'inspecteur ?» Elle hésita. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas attiser davantage la peur. Les nerfs de tout le monde sont déjà à vif. » Poirot hocha lentement la tête. « Ah, vous avez l'instinct de l'infirmière. Toujours apaisée, jamais accusée. » Béatrice rougit légèrement. « Vous me faites parfois passer pour quelqu'un qui a quelque chose à cacher. »« Non, non, répondit Poirot d'un ton léger. Seulement, vous comprenez le cœur humain. Vous cherchez à guérir, non à exposer.
Mais le meurtre, hélas, est une maladie qu'il faut mettre au jour avant qu'elle ne consume tout. Alors qu'elle partait, Finch semblait mal à l'aise. Vous pensez qu'elle en sait plus qu'elle ne le dit ? Les yeux de Poirot brillèrent. Dans cette maison, tout le monde en sait plus qu'il n'en dit, mon ami. Même vous, peut-être. En fin d'après-midi, l'atmosphère à Little Brompton était redevenue tendue. Poirot s'était retiré au salon, où il s'était assis dans un fauteuil à haut dossier près du feu, les doigts serrés, les yeux mi-clos. Hastings arpentait la pièce non loin de là, agité. Soudain, le bruit d'un verre brisé déchira le silence. Finch et Hastings se précipitèrent vers le bruit, suivis par Poirot à son allure mesurée. Dans la véranda, ils découvrirent qu'une des hautes vitres était fissurée, et le parfum des roses se mêla à l'air froid. Sur le sol gisait un petit objet, un médaillon. Poirot se baissa et le ramassa. À l'intérieur se trouvait une photographie miniature d'un jeune homme, beau, aux yeux sombres et au sourire assuré. Au verso, faiblement gravé, était marquées les initiales R.V. « Roderick Vale », murmura Hastings, le mari de l'actrice. Le visage de Poirot s'assombrit. « Oui, l'homme qui est mort il y a 3 ans dans un accident de voiture, du moins, c'est ce que disaient les journaux. Pensez-vous qu'il soit lié d'une manière ou d'une autre ?» Le regard de Poirot se leva vers la vitre brisée. « Un lien ? Mon cher Hastings, il est le fil invisible qui relie chaque geste, chaque silence, chaque ombre dans cette maison. » Finch expira lentement. « Nous ne sommes donc pas face à un seul meurtre, mais à l'ombre d'un autre. » Poirot hocha gravement la tête. « Exactement, inspecteur. Le mot « trouver » dans le gant n'était pas destiné uniquement à la défunte. Il était l'œuvre d'une conscience qui n'a jamais trouvé le sommeil. » Il glissa le médaillon dans sa poche, le visage impassible. « Viens, Hastings. Ce soir, nous verrons qui ne peut supporter le poids de ses secrets. C'est dans le regard des vivants que l'on découvre la vérité sur les morts. » Et tandis que la nuit s'épaississait sur Little Brompton, une seconde ombre s'abattit sur la maison, silencieuse, invisible et bien plus dangereuse que la première. Chapitre 8. Le témoin silencieux. Le médaillon reposait dans la paume de Poirot, tel un souvenir d'aveu, luisant faiblement à la lueur de la lampe du salon. Il le retourna une fois encore, caressant du bout de l'index les initiales gravées, comme si le nom du défunt lui-même pouvait murmurer ce que personne n'osait dire à voix haute. Le feu brûlait doucement, ses braises crépitant dans le silence, tandis qu'Hastings, penché en avant, observait le visage de Poirot avec une vive curiosité. « Roderick Vale » murmura Hastings. « Mais si cet homme est mort il y a des années, comment ce médaillon pourrait-il réapparaître maintenant dans la véranda de tous les endroits possibles ?» Poirot plissa les yeux, pensif. « Voilà, mon ami, la question qui permettra de démêler cette étrange affaire. La véranda est une pièce de verre et de reflets. Elle ne cache rien, et pourtant, elle dissimule tout. Dites-moi, Hastings, qui laisserait un tel objet à la vue de tous ? Quelqu'un d'insouciant, peut-être. » Poirot esquissa un sourire. « Ou quelqu'un qui souhaitait qu'on le trouve. » Il se leva et déposa délicatement le médaillon sur la cheminée. Le tic-tac de l'horloge emplit le silence qui s'était installé entre eux deux, et pendant un long moment, Poirot parut perdu dans ses pensées. « Vous vous souvenez, Hastings, comment mademoiselle Harriet Vale s'est évanouie lorsqu'on lui a annoncé la mort de Lady Frances ? » ?»« Bien sûr, » répondit Hastings. « Cela me semblait naturel. Après tout, c'est elle qui a trouvé le corps. » « La nature, mon cher Hastings, est un déguisement bien pratique. Ce malaise n'a peut-être pas dissimulé l'horreur, mais la reconnaissance. » « Une reconnaissance ?» Hastings fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'elle connaissait la femme décédée ?» Le regard de Poirot croisa le sien, perçant et inébranlable. « D'une certaine manière, oui. Le passé de Lady Frances Darnley n'est pas aussi paisible que son portrait mondain le laisse supposer. Il y a eu un scandale, une rumeur d'adultère bien avant son mariage, un nom lié au sien par bien plus que de simples ragots. Ce nom, mon ami, était Roderick Vale. » Hastings cligna des yeux. « Mon Dieu. Et Harriet ?» C'était sa femme, oui, la veuve d'un homme qui avait jadis partagé une intimité avec cette femme, qui gisait désormais froide sous la terre. La voix de Poirot s'adoucit. De tels liens sont rarement le fruit du hasard. Ce sont des fils que le meurtrier ne parvient jamais vraiment à rompre. À ce moment, l'inspecteur Finch entra, le visage pâle et grave. « Monsieur Poirot, je pensais que vous devriez voir ceci. » Il lui tendit une petite feuille de papier pliée. Poirot l'ouvrit délicatement. Elle ne portait qu'une seule ligne, écrite de la même main tremblante que le précédent avertissement. « Cela se reproduira ce soir. »
Poirot jeta un coup d'œil à l'horloge. Comme le mal peut être ponctuel, murmura-t-il. Dites-moi, inspecteur, où a-t-on trouvé cela? Dans le salon, sur le bureau, près du téléphone. Poirot hocha lentement la tête. Placé là où moi, ou peut-être mademoiselle Val, pourrions le découvrir. L'écrivain devient désespéré. La peur le rend imprudent. Hastings parut alarmé. Croyez-vous qu'un autre meurtre se prépare? Poirot ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha de la fenêtre et écarta le rideau. Le brouillard extérieur s'était épaissi en un linceul pâle, pressant contre la vitre comme une présence vivante. Peut-être, mon ami, ou peut-être seulement l'ombre d'une ombre. Ce soir-là, Little Brompton sembla se contracter sous le poids de son propre silence. Les domestiques chuchotaient. Les couloirs résonnaient faiblement de bruits de pas qui semblaient imaginaires, et le tic-tac de la vieille horloge de parquet dans le hall résonnait plus fort que jamais. À table, toute la maisonnée était réunie, mais personne ne semblait avoir très faim. Sir Malcolm, le visage fermé, trônait en bout de table, tandis que Miss Linton gardait les yeux baissés et que les doigts d'Harriet Vale tremblaient lorsqu'elle levait son verre. Poirot les observait tous d'un œil attentif et silencieux. « Quelle compagnie mélancolique !» dit-il d'un ton léger. « Nous ne sommes tout de même pas tous des fantômes à table ?» Personne ne répondit. Soudain, Harriet leva les yeux. « Vous croyez que nous avons peur, n'est-ce pas, monsieur Poirot, que celui qui a laissé ses billets se joue de nous comme des acteurs dans une pièce de théâtre épouvantable ?» Poirot inclina la tête. « Et vous ne l'êtes pas, mademoiselle. Après tout, la vie imite le théâtre, surtout quand la culpabilité en est le sujet. » Les lèvres d'Harriet s'entr'ouvrirent, comme pour répondre, mais elle se reprit, esquissant un sourire forcé. « Vous parlez par énigme. »« Peut-être, dit Poirot d'une voix douce, parce que la vérité se cache le mieux dans les énigmes. » Le dîner terminé, Poirot s'excusa et demanda à Finch de surveiller la maison. « Personne ne doit entrer ni sortir, dit-il. Le meurtrier, je crois, a pris assez d'assurance pour frapper sous son propre toit. » Plus tard, dans la bibliothèque, Poirot attendait. La pluie avait recommencé, tambourinant doucement aux fenêtres. L'horloge sonna 11 heures. Hastings était assis près de la cheminée, réprimant un bâillement. « Poirot, devons-nous vraiment rester ici toute la nuit ? » ?»« Oui, mon ami, le meurtrier est agité. Quand la conscience ne peut plus supporter son propre silence, elle parle, et ce soir, nous l'écouterons. » À 11h15, un bruit rompit le silence, le léger grincement d'une porte quelque part à l'étage. Le regard de Poirot se porta vers le plafond. « Ça commence !» Ils s'engouffrèrent dans le couloir, la faible lueur de la lanterne d'Hastings perçant l'obscurité. Le bruit se fit de nouveau entendre, des pas feutrés et réguliers descendant l'escalier de service. Poirot fit signe de se taire. Arrivés au détour du couloir, ils aperçurent une silhouette se dirigeant vers le bureau, vêtue d'une longue robe, le visage dissimulé par l'ombre. Poirot s'avança. « Mademoiselle Val, dit-il doucement. » La silhouette se figea, puis se retourna. Le visage d'Harriet était pâle comme du parchemin. « Monsieur Poirot, vous m'avez fait peur. »« En effet, dit Poirot d'une voix douce, mais c'est vous qui me surprenez. Vous n'alliez pas vous coucher. Je n'arrivais pas à dormir, balbutia-t-elle. Je voulais un livre du bureau. Le regard de Poirot se porta sur ses mains. Elle serrait contre elle un petit objet enveloppé de soie. Ah, un livre ? Pourtant, je ne vois aucun titre, seulement un souvenir. Elle hésita. C'est juste quelque chose que j'ai trouvé tout à l'heure, dans le jardin. Permettez-moi alors de le voir. Après un long silence, elle retira le voile de soie. À l'intérieur se trouvait une photographie, froissée, décolorée, mais pourtant reconnaissable entre mille. C'était Lady Frances, assise près d'un jeune homme. Le même homme que celui du médaillon. Poirot la contempla longuement, le visage impassible. Alors, dit-il doucement, le cercle est bouclé. Finch arriva quelques instants plus tard, ayant entendu le bruit. Que se passe-t-il ? Poirot lui tendit la photographie. Un souvenir longtemps enfoui a été exhumé. Mais les souvenirs, comme les cadavres, ont la fâcheuse habitude de remonter à la surface lorsque la terre s'amenuise. Les yeux d'Harriet se remplirent de larmes. Je ne l'ai pas tué, Poirot, je le jure. Je l'ai aimé, certes, mais il était parti bien avant que Frances n'épouse Sir Malcolm. Je n'avais aucune raison de lui faire du mal. Poirot l'observa attentivement. Et pourtant, quelqu'un a souhaité vous rappeler cet amour. Quelqu'un qui connaissait le passé et qui craignait ce que votre présence pourrait révéler. Elle leva les yeux, effondrée. « Alors vous pensez que je suis victime d'un complot ?» Poirot esquissa un sourire. « Mademoiselle, je crois que la vérité se cache dans le jeu que nous jouons tous.
Ce soir, il a flanché. Quelqu'un vous a observé vous rendre au bureau, tout comme quelqu'un a placé cette photographie là où vous l'avez trouvée. Le meurtrier ne se contente pas de rester invisible, il veut mettre en scène la pièce lui-même. Il se tourna vers l'inspecteur. Demain, nous réunirons tout le monde au salon. Je crois que le dénouement approche. Tandis qu'Harriet était raccompagnée dans sa chambre, Poirot s'attarda dans le couloir. Le vent gémissait sous les avant-toits et la maison semblait retenir son souffle. Hastings s'approcha. Croyez-vous vraiment que le meurtrier récidivera ? Les yeux de Poirot brillaient dans la pénombre. Peut-être pas avec un couteau ou du poison, mon ami, mais avec quelque chose de bien plus mortel, la vérité. Et lorsqu'elle surviendra, elle frappera avec une précision chirurgicale. Il leva les yeux vers l'escalier, où les ombres semblaient onduler comme un rideau sur le point de se lever. Demain, murmura-t-il, nous verrons quel cœur battra le plus fort lorsque le rideau tombera. Chapitre 9. La toile se resserre. Le matin se leva lourd et gris, les nuages bas planant au-dessus de Little Brompton, comme si le ciel lui-même désapprouvait ce qui s'était passé entre ses murs. La pluie de la nuit précédente avait détrempé les pelouses, les allées de gravier luisant d'un éclat argenté. Dans le salon, Poirot se tenait près de la cheminée, impeccablement vêtu comme toujours, les mains jointes dans le dos. Son regard était fixe, presque méditatif, tandis qu'il examinait les quelques objets disposés devant lui, le billet trouvé dans le gant d'Harriet, le second avertissement, le médaillon portant les initiales de Roderick Vale et la photographie jaunie. Chaque objet était disposé avec une précision mathématique, comme s'il construisait un diagramme de l'âme humaine. Hastings l'observa en silence un moment avant de prendre la parole. « Vous êtes planté là depuis près de 10 minutes, Poirot. On dirait que vous vous apprêtez à nous faire la leçon. » Les lèvres de Poirot esquissèrent un sourire. « Peut-être, mon ami, est-ce précisément ce que je fais. Observez, chacun de ces objets est un fragment d'une même confession, une confession écrite non pas à l'encre, mais avec la peur. » Hastings fronça les sourcils. « Peur de quoi ? » La peur du passé, Hastings, le plus implacable de tous les poursuivants. Poirot se tourna légèrement. Il y a un schéma récurrent. Chaque acte commis depuis la mort de Lady Frances a été à la fois impulsif et délibéré, précipité dans le moment choisi, précis dans le message. Les notes, le médaillon, la photographie, tout est conçu pour se déplacer quelqu'un, pour les déstabiliser. Harriet Vale, répondit aussitôt Hastings. Peut-être, murmura Poirot, mais peut-être aussi quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui cherche à nous convaincre que cette femme est déséquilibrée, hantée par des fantômes. Voyez-vous, mon ami, la plus grande illusion dans un crime n'est pas la dissimulation, mais la diversion. À ce moment-là, l'inspecteur Finch entra, l'air fatigué et débraillé, son manteau encore humide aux épaules. « Je viens de parler aux domestiques, » dit-il. « Aucun d'eux n'affirme avoir vu qui que ce soit errer dans les couloirs hier soir, à l'exception de mademoiselle Vale elle-même. »« Bien sûr que non, » répondit Poirot d'une voix douce. « Les domestiques ont appris la discrétion. Ils ne voient que ce qu'on leur dit de voir. » Finch fronça les sourcils. « Vous insinuez qu'ils mentent ? » ?»« Je ne suggère rien, » répondit Poirot. « Seule la peur peut être un employeur des plus persuasifs. » Finch soupira, puis jeta un coup d'œil aux objets sur la table. « Vous croyez vraiment que le médaillon et la photo ont une signification ? Après tout, c'était une actrice. Elle aurait très bien pu tout mettre en scène. » Poirot le regarda froidement. « Le talent théâtral, inspecteur, est peut-être un don, mais la panique est un instinct. Et hier soir, la peur de mademoiselle Vale était bien réelle. » Avant que Finch ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Sir Malcolm Darnley entra. Son expression était d'une impassibilité forcée, mais les cernes sous ses yeux trahissaient son insomnie. « Monsieur Poirot, vous avez demandé à la famille de se réunir ici, à 11h. Quel est le but de cette réunion ?» Poirot inclina la tête. « Pour rétablir l'ordre, Sir Malcolm, la maisonnée est en proie à l'incertitude, il est temps de remettre les choses en ordre. » Sir Malcolm hésita. « Et si cet alignement révèle des vérités plus déplaisantes ? » D'eau. Alors, dit Poirot d'une voix douce, ce sera encore préférable aux demi-vérités qui nous empoisonnent aujourd'hui. À 11h, le salon était réuni. Harriet Vale entra la première, pâle mais déterminée, suivie de mademoiselle Béatrice Linton, le dos raide de retenue. Le docteur Aldous Green arriva peu après, un homme au regard perçant, mais à la fâcheuse tendance à détourner les yeux trop vite. Enfin, Sir Malcolm prit place, les mains jointes sur sa canne. L'air était chargé d'une attente contenue. Poirot se tenait devant l'âtre,
tel un chef d'orchestre sur le point de diriger un orchestre symphonique. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, il est temps d'aborder l'ombre qui plane sur cette maison. Une femme est morte, une femme dont la vie a croisé la vôtre d'une manière que nul d'entre vous ne souhaite avouer. Mais la vérité, telle une graine enfouie dans la terre, germe même dans l'obscurité. » Harriet prit la parole la première. « Vous pensez que l'un de nous l'a tuée ?» Poirot la regarda gravement. « Je ne pense pas, mademoiselle. Je sais que quelqu'un ici a joué un rôle. La seule question est « combien l'un ?» Un léger murmure parcourut la pièce. Mademoiselle Linton se redressa, mal à l'aise. « Monsieur Poirot, dit-elle doucement, vous parlez de peur et d'ombre. Mais qu'en est-il des faits? La police n'a trouvé ni armes, ni traces de lutte. Lady Frances se serait-elle suicidée ?» Poirot inclina la tête. « Ah, mademoiselle, une suggestion fort tentante, mais non. Lady Frances Darnley n'était pas du genre à céder au désespoir. Elle accordait une importance primordiale au contrôle, même face à la mort. » Il prit le médaillon et le tint délicatement entre le pouce et l'index. Il appartenait à Roderick Vale, l'homme qui, je le soupçonne maintenant, n'était pas tout à fait mort comme les journaux l'ont prétendu il y a 3 ans. Un silence stupéfait s'installa dans la pièce. Hastings commença. « Pas mort ?» Poirot acquiesça. « On n'a retrouvé aucun corps dans l'épave de la voiture, seulement les restes calcinés de sa compagne, jamais identifiés. Les rapports étaient vagues. Le mari de Lady Frances, Sir Malcolm, s'est assuré que l'affaire soit étouffée, n'est-ce pas ?» Le regard de Sir Malcolm s'assombrit. « Vous insinuez que j'ai dissimulé quelque chose, monsieur Poirot ?»« Je n'insinue rien, monsieur. Je dis simplement qu'une mort commode dissimule souvent une vérité gênante. » Le ton de Poirot était doux, mais la gravité de ses paroles était palpable. La voix d'Harriet tremblait. Si Roderick était vivant, où était-il donc passé tout ce temps? « Voilà, dit Poirot à voix basse, la question qui hante cette maison, car si, à fait après avoir vécu, il retourna en Angleterre sous un autre nom, peut-être rendit-il visite à Lady Frances, peut-être chercha-t-il son pardon ou son silence. Il arpentait lentement la pièce, ses chaussures vernies claquant doucement sur le tapis. Et puis, peut-être est-il vraiment mort, ou a-t-il été réduit au silence par une autre main? Quoi qu'il en soit, Lady Frances détenait quelque chose lui appartenant, quelque chose qui pourrait anéantir plus d'une réputation dans cette pièce. Mademoiselle Linton prit la parole d'une voix tendue. « C'est de la folie! Vous inventez des histoires à dormir debout à partir de simples ragots. » Poirot se retourna brusquement. « Non, mademoiselle, ce n'est pas de la folie, c'est de la psychologie. Voyez-vous, le cœur humain ne supporte pas la contradiction. Chacune de vous cache une vérité trop lourde à porter, et quand j'y fais allusion, vous tressaillez. » Il la regarda droit dans les yeux. « Par exemple, vous, mademoiselle Linton, vous étiez plus que la dame de compagnie de Lady Frances. Vous étiez sa confidente, peut-être même sa confesseuse. Vous connaissez le secret qui la liait à Roderick Vale. » Béatrice pâlit. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » La voix de Poirot s'adoucit. « Mais si. C'est vous qui avez trié les lettres, n'est-ce pas? Vous avez géré sa correspondance, détruit celle qu'elle voulait oublier. Sauf, peut-être, une lettre que vous n'avez pas pu détruire. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. Poirot poursuivit. « Et vous, Dr Green, vous avez été le médecin de Roderick Vale à Paris, c'est vous qui avez signé son certificat de décès. » Les yeux du médecin s'écarquillèrent. « C'est absurde, je n'aurais jamais... » Poirot leva la main. « Ne vous en faites pas, monsieur. Les mensonges ont une odeur particulière. Ils se trahissent d'eux-mêmes. » Le silence devint insoutenable. Le regard de Poirot parcourut les visages rassemblés et s'arrêta finalement sur Harriet Vale. « Et vous, mademoiselle, si vous avez été amenée ici, ce n'est pas par hasard, mais sur invitation. Quelqu'un vous voulait ici, dans cette maison, pour une raison inexplicable ?» Harriet en resta bouche bée. « Une invitation? Mais Sir Malcolm... » « Ne l'a pas envoyée, interrompit Poirot. « Cela aussi je l'ai découvert. L'invitation était écrite sur son papier à en-tête, certes, mais pas de sa main. » Il se tourna vers mademoiselle Linton. « Vous, peut-être. » Son regard se porta rapidement vers le sol. « C'était pour son propre bien, murmura-t-elle. « Pour son bien ou pour votre propre conscience, murmura Poirot. Vous saviez que quelque chose allait se produire. Vous espériez peut-être l'empêcher, mais la peur vous a paralysé. Avant que quiconque puisse reprendre la parole, un bruit soudain brisa l'attention. Le fracas sec d'un verre se brisant dans le couloir. Finch se précipita dehors, suivi de Hastings. Un instant plus tard, ils revinrent, le visage grave. « Ça vient du couloir est, » a dit Finch. « Un des cadres de portrait est tombé.
Mais la vitre, il y avait une inscription dessus, faite de poussière ou de condensation. Un seul mot. Poirot leva brusquement les yeux. Quel mot, inspecteur? Finch hésita. Pardonnez. Les yeux de Poirot brillèrent. Ah, murmura-t-il, presque pour lui-même. La maison commence à avouer. Il se retourna vers l'assemblée. Demain matin, je vous appellerai tous une dernière fois. Le temps des conjectures est révolu. La vérité, mes amis, ne se cachera plus. Elle ne se cache jamais, car les mensonges, si élaborés soient-ils, ne survivent pas à l'aube. Et tandis que la pluie recommençait à tambouriner contre les hautes fenêtres, Poirot rassembla ses indices dans un ordre parfait, son esprit composant déjà l'acte final de la révélation. Chapitre 10. Le rassemblement final. Le soleil matinal perçait faiblement le brouillard, projetant de pâles traînées sur le salon de Little Brompton. L'air était lourd de tension, chaque ombre paraissant plus pesante que la précédente, et la maisonnée se déplaçait avec une lenteur prudente, presque religieuse. Poirot avait demandé que tout le monde soit présent à 10 heures précises, et à l'heure dite, la pièce était réunie. Sir Malcolm Darnley, le visage tiré et méfiant, Miss Beatrice Linton, les mains jointes devant elle, Harriet Vale, pâle mais résolue, le docteur Aldous Green, son assurance habituelle teintée d'inquiétude, et l'inspecteur Finch, silencieux et à l'écart, observant chaque visage comme un faucon. Poirot entra en dernier, d'une démarche mesurée, son regard balayant l'assemblée avec la précision d'un chef d'orchestre évaluant son orchestre. Il ne portait rien dans les mains, mais sa présence était d'une gravité indéniable. Il leur fit signe de s'asseoir, mais personne ne bougea. C'était le genre de silence qui précède l'orage. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix calme mais autoritaire, nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour discuter d'une tragédie, mais aussi pour en dévoiler la vérité. Lady Frances Darnley est morte, cela est certain, mais le chemin qui a mené à sa mort est un enchevêtrement de secrets, de mensonges et de peurs. Et il est de mon devoir de le démêler, fil après fil. » Il marqua une pause, laissant ces mots faire leur chemin. Nous allons commencer par le médaillon trouvé dans la véranda. Poirot le souleva délicatement, le tournant pour que chacun puisse lire les initiales effacées à l'intérieur. Ce médaillon appartenait à Roderick Vale, l'époux de mademoiselle Harriet Vale, un homme dont la mort a été annoncée à Paris il y a 3 ans. Harriet porta la main à sa poitrine, son visage pâlissant davantage. « Monsieur Poirot, je... » « Silence, mademoiselle, » interrompit doucement Poirot. « Il est essentiel d'entendre tout d'abord. Vous parlerez en temps voulu. À présent, considérez la photographie découverte hier soir dans votre chambre. Lady Frances est assise à côté de Roderick Vale. La présence de ces deux éléments n'est pas fortuite. Quelqu'un les a placés délibérément pour orienter notre compréhension, et peut-être aussi pour manipuler vos actions, mademoiselle Vale. » Harriet le regarda avec de grands yeux effrayés. « Mais je n'ai rien touché, c'est moi qui les ai trouvés. »« Ah oui, mon ami, trouvés peut-être, mais plantés. Et aussi au service de la peur. Passons à autre chose. » Poirot déposa la photographie sur la cheminée et tourna son regard vers le docteur Green. « Docteur, vous étiez présent à Paris au moment du décès présumé de monsieur Val. Vous avez signé son certificat de décès, un document désormais contesté. Pourquoi, docteur ?» Le visage du médecin se crispa. C'était une formalité, il avait eu un accident. Je l'ai examiné, je l'ai trouvé entre la vie et la mort, le reste a été pris en charge par les autorités. L'expression de Poirot ne s'adoucit pas. La formalité, oui, mais la formalité sans observation est de la négligence. Et la négligence, mon ami, peut être complice de la tragédie. Le docteur Green déglutit difficilement. J'ai fait ce qu'il fallait. Il était irrémédiablement perdu. Peut-être, dit Poirot d'une voix douce. Mais le passé ne meurt jamais, n'est-ce pas? Il rôde silencieusement aux côtés des vivants, observant, attendant, jusqu'à ce que quelqu'un, par peur ou par malice, le révèle au grand jour. Poirot se tourna vers mademoiselle Linton, le regard perçant et précis. Vous, Béatrice, étiez plus proche de Lady Frances que quiconque ne l'imaginait. Vous gériez sa correspondance, consciente de secrets susceptibles de compromettre des réputations. Vous avez détruit des lettres, certes, mais il en est resté une, cachée, peut-être intentionnellement, peut-être par accident, une lettre reliant Lady Frances à Roderick Vale. Les lèvres de Béatrice tremblaient. Je ne voulais faire de mal à personne, je voulais seulement protéger tout le monde. Et pourtant, la protection est une curieuse compagne de la culpabilité, murmura Poirot. La tentative de dissimuler la vérité cause souvent plus de tort que la vérité elle-même.
Ainsi, entre vos mains, un secret est devenu un germe de tension, un témoin silencieux de ce qui allait arriver. Le regard de Poirot se posa ensuite sur Sir Malcolm. Et vous, Sir Malcolm, vous avez longtemps vécu dans l'ombre de cette femme, vous avez cherché à contrôler le récit de votre foyer, à dissimuler des vérités gênantes, et peut-être aussi à préserver votre réputation. Vous avez fait preuve de discrétion, certes, mais la discrétion peut aussi aveugler face aux machinations d'autrui. La mâchoire de Sir Malcolm se crispa. Vous insinuez que je suis responsable de sa mort ? Poirot secoua doucement la tête. La responsabilité, monsieur, n'est jamais aussi simple. Vous avez créé les conditions, certes, mais vous n'avez pas appuyé sur la détente. Cet acte incombe à un autre. Le silence régnait dans la pièce, la tension palpable. Même l'inspecteur Finch se pencha en avant, les yeux plissés. Poirot leva la main pour apaiser les esprits. Mesdames et messieurs, nous avons trouvé des messages destinés à effrayer et à manipuler, un médaillon et une photographie censés rappeler des liens passés et des bruits de pas dans les couloirs la nuit. Tout converge ici. Quelqu'un dans cette maison a cherché à contrôler la peur, à canaliser son énergie vers un but précis. Mais ce but n'était pas de protéger, il était d'éliminer. Il parcourut lentement la pièce du regard, croisant chacun des leurs tour à tour. Le meurtrier était quelqu'un qui avait l'occasion, les connaissances et un mobile. Il a déplacé le mouchoir, placé la photographie et permis à Lady Frances de se confronter à son passé. Pourtant, les preuves les plus révélatrices ne sont pas les objets eux-mêmes, mais les réactions. La peur est à elle le véritable témoin, la peur et l'hésitation. Il marqua une pause, puis prit une profonde inspiration. Analysons ces réactions. Mademoiselle Vale, vos tremblements et votre vigilance sont naturels, pourtant vous ignorez qui a agi. Mademoiselle Linton, la destruction méticuleuse des lettres révèle que vous aviez conscience d'un secret, mais pas d'intention de tuer. Dr Green, votre signature a peut-être scellé un décès passé, pourtant vous n'étiez pas présent. Sir Malcolm, votre emprise sur la maisonnée ne saurait masquer votre absence au moment crucial. Mais il en est une dont la présence est indéniable, dont le savoir ne peut être dissimulé. Il s'avança, son regard se posant sur la silhouette au fond de la pièce. Les yeux d'Harriet s'écarquillèrent. Béatrice se figea, et même Sir Malcolm se redressa, mal à l'aise. Monsieur Arthur Hargrove, dit Poirot d'une voix posée, vous vous croyez intelligent, peut-être même trop pour que les autres s'en aperçoivent. Vous avez surveillé la maison, observé Lady Frances, et manipulé la situation pour détourner les soupçons. Vous avez déposé les billets, placé le médaillon et la photographie, tout cela pour piéger quelqu'un d'autre et dissimuler vos propres agissements. Hastings eut un hoquet de surprise. Arthur ? Poirot poursuivit, sa voix désormais posée comme le tic-tac d'une horloge. Oui, Arthur. Votre jalousie, votre désir, votre ressentiment, tout cela, combiné à une opportunité, vous connaissiez les habitudes de Lady Frances, ses peurs et son passé. Lorsqu'elle a menacé de révéler des vérités gênantes, vous avez agi. Vous l'avez poussée de la terrasse, un geste calculé pour paraître accidentel dans la tempête. Puis vous avez entrepris votre campagne de diversion, certain que la peur vous protégerait. Le visage d'Arthur pâlit, son assurance s'effondra. Poirot, vous pouvez le nier, mais les preuves sont là. Les mains tremblantes, l'agitation, les chuchotements et les objets placés là, intentionnellement, tout cela trahit un esprit qui tente de se dissimuler. Hastings s'avança, la voix tremblante. C'est lui qui l'a fait ? Après tout ça, tous les indices pointaient ailleurs. Poirot acquiesça. Oui, Hastings. Les plus rusés des manipulateurs se cachent à la vue de tous. Leur intelligence trompe, certes, mais elle ne peut duper éternellement les petites cellules grises. Observez, mes amis, le pouvoir de la déduction. Les coupables ne supportent pas le poids de l'examen minutieux, et pris de peur, ils révèlent la vérité. L'inspecteur Finch s'apprêtait à arrêter Arthur Hargrove, qui s'affaissait, vaincu. « C'est fini, dit Finch d'un ton sombre. Poirot se tourna vers les autres membres de la maisonnée. Mesdames et messieurs, nous avons donc démêlé les chevaux, les mobiles, les mensonges, les ombres qui enterrent cette maison, tout est désormais mis à nu. La justice suivra son cours et la vérité enfin sera rétablie. N'oublions pas, cependant, que même dans une maison où règne le mensonge, le cœur humain se trahit souvent le premier, et que le plus habile des mensonges ne peut échapper à la lumière du regard. Harriet Vale s'affaissa dans un fauteuil, tremblante mais soulagée. Béatrice Linton laissa échapper un long soupir, se détendant. Sir Malcolm se laissa aller en arrière, silencieux, tandis que le poids de la révélation s'abattait sur lui. Poirot se redressa en lissant son costume.
Et maintenant, mes amis, les petites cellules grises ont fait leur travail. L'affaire est déclose. Espérons que de telles ombres ne reviendront pas nous hanter de sitôt. » Alors qu'il se tournait vers la porte, Hastings le suivit. « Poirot, c'était remarquable. La façon dont vous avez démêlé tout cela, c'est presque trop parfait. » Poirot esquissa un sourire. « Ah, mon ami, la vie est peut-être chaotique, mais l'esprit, lorsqu'il est appliqué avec diligence, peut rétablir l'ordre. Et de ce rétablissement naîtra enfin la justice. » Le soleil matinal perçait maintenant plus nettement le brouillard, projetant une lumière pâle sur la pièce et révélant le calme qui régnait dans la maison. Dehors, le monde poursuivait son cours indifférent aux secrets qu'il avait abrités. Mais à Little Brampton, pour la première fois depuis bien des nuits, régnait une paix fragile, fruit de la précision sereine d'un petit esprit vigilant. Chapitre 11. Réflexion et départ. La maison était désormais silencieuse, d'un silence presque inquiétant. Le tumulte des révélations et des accusations s'était apaisé, plongeant Little Brampton dans une sorte de calme suspendu. La tempête de secrets qui avait fait rage dans les couloirs et les salons s'était dissipée, ne laissant derrière elle que les échos de la vérité. Poirot, toujours précis, parcourait la maison d'un pas mesuré, observant les vestiges du passé comme s'il examinait les pièces d'un puzzle soigneusement résolu. Hastings suivait, son carnet sous le bras, bien qu'il ne ressentisse plus l'urgence qui l'avait animé les jours précédents. Dans le salon, la maisonnée était de nouveau réunie, mais cette fois, l'attention avait fait place à une douce réflexion. Harriet Vale était assise près de la fenêtre, les mains jointes sur les genoux, le regard absent. Le médaillon qui avait causé tant de malaise reposait sur la cheminée, brillant faiblement dans la douce lumière de l'après-midi. Béatrice Linton était assise à côté d'elle, toujours raide, mais avec une posture légèrement détendue. Sir Malcolm restait près de la cheminée, canne à la main, le visage impassible, mais ses yeux trahissaient un soulagement à la fin de cette épreuve. Le docteur Green s'attardait à l'autre bout de la pièce, plongé dans ses pensées, comme s'il repassait les événements en boucle et songeait à ce qui n'avait pas été dit. Poirot se tenait au centre de la pièce, les mains jointes derrière le dos, le visage serein. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix douce mais empreinte de l'autorité qui avait guidé la maisonnée à travers la tempête, on dit souvent que la résolution d'un crime apporte la paix. Mais la paix, comme le vent, est parfois une visiteuse éphémère. Ce soir, elle est arrivée. Pourtant, n'oublions pas que les plus petites vérités sont souvent les plus lourdes, et qu'à cet instant encore, elles persistent dans le cœur de chacun. » Harriet Vale leva la tête, la voix hésitante. « Monsieur Poirot, je ne comprends toujours pas comment vous avez su qu'il s'agissait d'Arthur Hargrove. Tous les indices semblaient pointer ailleurs. Comment avez-vous pu discerner la vérité ?» Le regard de Poirot s'adoucit. « Ah, mademoiselle, ce ne sont pas seulement les indices qui révèlent le meurtrier, ce sont le comportement, les incohérences subtiles, les gestes qui trahissent l'esprit. Chacun de nous laisse des traces, non pas sur le papier, mais dans sa manière d'agir, dans ses hésitations, dans le tremblement de sa main. Il suffit d'observer attentivement et la vérité se murmure à ceux qui savent écouter. » Hastings se pencha en avant avec empressement. « C'est donc la peur qui l'a trahi ?» ?»« Exactement, Hastings. La peur est un témoin fidèle. Elle ne ment pas. » Arthur Hargrove se croyait intelligent, pourtant dans chaque note, dans chaque objet placé là, on lisait la signature de la panique. Il cherchait à manipuler la perception des autres, et ce faisant, il révélait la vérité de sa propre culpabilité. L'inspecteur Finch, qui était resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. « C'est remarquable, Poirot. Les preuves semblaient circonstancielles, et pourtant vos déductions ne laissaient aucun doute. Comment parvenez-vous à voir ce qui nous est caché ?» Poirot esquissa un sourire, une légère courbe de satisfaction aux lèvres. « Ce sont les petites cellules grises, inspecteur. Non pas la simple observation, mais l'agencement rigoureux des faits, la compréhension de la nature humaine et par-dessus tout, la patience. Il faut laisser l'esprit humain se révéler, plutôt que de lui imposer des conclusions. » Sir Malcolm prit enfin la parole, d'une voix feutrée. « Et maintenant, c'est fini ?» ?»« Pour l'instant, oui, répondit Poirot. La maison peut respirer, et les vivants peuvent méditer sur leurs actes. Mais la vie est là rarement assez simple pour qu'on puisse tout oublier. Nous portons en nous le fruit de nos choix, et parfois ce n'est que dans le calme de la réflexion que nous en comprenons les conséquences. » Harriet lui jeta un coup d'œil. Un mélange de gratitude et de crainte persistante dans les yeux. « Et Arthur, que va-t-il devenir ?»
Le regard de Poirot était à la fois doux et ferme. La justice, comme il se doit, suivra son cours. N'oublions pas cependant que la punition n'en est qu'un aspect, la compréhension en est un autre, et en connaissant la vérité, nous préservons l'intégrité du cœur, souvent plus précieuse que la vengeance. Béatrice Linton parla doucement, presque pour elle-même. Je suppose que nous sommes tous changés par ce qui s'est passé ici. Indubitablement, dit Poirot d'une voix pensive. Les événements survenus dans cette maison ont mis à l'épreuve les limites de la confiance, de la loyauté et de la conscience. Chacun a été confronté à des vérités qu'il aurait préféré ignorer, et en les affrontant, chacun a mûri, même légèrement. C'est aussi la leçon d'une énigme résolue. Un silence pesant s'abattit sur la pièce, chacun absorbant le poids de ses paroles. Même le crépitement du feu sembla s'atténuer, comme s'il ressentait lui aussi la solennité de l'instant. Poirot s'approcha de la fenêtre et contempla les jardins enveloppés de brume, les roses encore ruisselantes de pluie. Le monde extérieur paraissait indifférent au drame complexe qui s'était déroulé entre ces murs, et pourtant, à l'intérieur de la maison, tout avait changé. Demain, dit Poirot d'une voix calme, la vie reprendra son apparence normale, mais il ne faut pas oublier. Le cœur humain se souvient, et parfois ces souvenirs nous guident plus fermement que n'importe quelle loi ou décret. Hastings, qui était resté silencieux pendant quelques instants, finit par demander « Allez-vous rester, Poirot ? Ou votre travail ici est-il vraiment terminé ?» Le regard de Poirot croisa celui de son ami, calme et assuré. « Pour l'instant, ma tâche est accomplie. Je prends congé, Hastings, mais j'emporte avec moi la certitude que cette maison et ces personnes devront désormais assumer les conséquences de leurs propres révélations. C'est souvent là la plus profonde des justices. » Harriet Vale se leva, le dos plus droit, même si ses mains tremblaient encore légèrement. « Monsieur Poirot, je ne saurais trop vous remercier. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer. » Poirot inclina poliment la tête. « Nul besoin de me remercier, mademoiselle. Ce n'est pas moi qui rétablis la paix, mais qui dévoile la vérité elle-même. Je ne fais que contribuer à rassembler les pièces du puzzle afin que la clarté puisse émerger. » Sir Malcolm Darnley, d'un ton inhabituellement pensif, a ajouté « Little Brompton a connu bien des périodes sombres, mais peut-être que l'aube est maintenant proche. » Poirot esquissa un sourire. « Ah, monsieur, les ombres persistent toujours, mais l'intelligence a le pouvoir de les relativiser, de les faire disparaître. C'est pourquoi, malgré la tragédie, la vie continue avec dignité et détermination. » Tandis que les invités se dispersaient, Hastings suivit Poirot vers la porte. « Eh bien, mon ami, une autre énigme résolue, et une fois de plus, vos petites cellules grises ont triomphé. » Poirot ajusta sa cravate et redressa sa veste. Hastings, le triomphe n'appartient qu'à ceux qui cherchent patiemment la vérité, et qu'à ceux qui savent observer les subtilités du cœur humain. L'esprit, exercé avec soin, révèle tout, ce sont les petites cellules grises qui triomphent et non moi. Hastings laissa échapper un petit rire. Et pourtant, je doute que le monde remarque cette distinction. Les yeux de Poirot pétillaient.